Qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui est un blocage dans votre projet? Vous savez, parfois dans la vie, on peut vivre des moments tellement difficiles qu'on a le sentiment que tout est fini pour nous et que plus rien d'autre n'est possible. Et l'histoire du podcast d'aujourd'hui va probablement beaucoup vous challenger parce que notre invité a un parcours vraiment atypique. C'est quelqu'un qui a vécu dans la rue, littéralement, qui a dormi dehors sans savoir ce qu'il allait manger le lendemain. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un très beau complexe hôtelier en Côte d'Ivoire, en bord de mer. C'est une histoire authentique, rare, dans laquelle on va entendre quelqu'un parler avec une sagesse que l'on entend rarement, mais qui provient du fait que lui-même, il vient de très loin. C'est une émission pas comme les autres, parce que c'est une émission dans laquelle on va beaucoup parler de valeurs, avec quelqu'un qui a été juste et littéralement transformé par des épisodes dramatiques qu'il a lui-même vécu. Mais il a su pardonner. Pardonner ceux qui l'ont amené dans ce chemin-là, pardonner lui-même ses propres erreurs et savoir en tirer une force pour pouvoir se relever et se bâtir un quotidien totalement différent. Et je pense qu'au terme de ce podcast, peu importe la situation par laquelle vous passez maintenant, vous allez comprendre qu'il est toujours possible de se relever, de repartir de l'avant, de se reconstruire. Nous vivons dans un monde dans lequel l'argent peut changer des vies, mais ça, il faut savoir aller le chercher, aller le transformer, aller le mettre dans de bons investissements. Et nous allons parler de tout ça avec lui. Comment il épargne, comment il multiplie, où il investit son argent. Et en toute transparence, il répond à toutes nos questions. Bienvenue sur C'est juste une question de temps, le podcast des Moneymakers qui parle d'argent avec les gens qui en font afin de te donner les clés pour pouvoir toi-même gagner davantage d'argent pour ta vie, pour ta liberté, pour ton épanouissement. Si tu es nouveau ici, je t'invite donc à t'abonner parce que nous publions chaque dimanche à 14h un nouvel épisode avec un nouvel invité. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à réserver votre place pour Afrique et Diaspora, 30 septembre, 1er octobre à Paris. C'est un forum que j'organise sur le retour en Afrique. Et notre invité du jour en est un parfait exemple. Après un séjour en France dans lequel il a brillamment réussi dans une carrière de chorégraphe et de coach thérapeute, il a décidé de revenir investir tout son argent en Afrique. Toutes ses épargnes, pour une raison. Il a cru que l'avenir du monde se jouerait sur ce continent. Et quelques années après, il a eu 1000 fois raison. Et peut-être que vous aussi un jour, je vous recevrai ici parce que votre histoire aura démarré après une vidéo comme celle-ci et parce que vous aurez cru en vous pour vous lancer. En tout cas, 30 septembre, 1er octobre, vous aurez la possibilité d'apprendre de personnes qui ont réellement réussi en Afrique pour avoir les codes, les clés pour comprendre le système dans nos pays et revenir réussir brillamment sur place. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Et vous comprendrez à la fin du podcast pourquoi c'est important de croire que c'est possible. C'est parti. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur mon podcast intitulé « C'est juste une question de temps ». C'est un podcast sur la gestion financière et qui a pour but de démontrer que l'argent, avec le temps, on en gagne plus ou on en gagne moins en fonction des habitudes que l'on a établies. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors bonjour, je m'appelle Guillaume Demba, donc je suis moi-même, c'est ce que j'essaie d'être déjà. Et en plus de cela, eh bien, à la base, donc, je vis à Lyon où je suis chorégraphe et donc j'ai déménagé pour venir. Je suis chorégraphe et coach thérapeute. Voilà. J'apprends la méditation, la gestion du stress et ainsi de suite, le bien-être. Et donc j'ai déménagé en Côte d'Ivoire à Abidjan où j'ai construit un resort, hôtel, lounge, beach, restaurant sur 1 hectare avec une 50aine d'employés. Et puis dernièrement, donc, j'ai fait l'acquisition d'un rooftop. Et puis aussi, je fais un peu de plantation et ainsi de suite. Voilà. Voilà. C'est une présentation modeste, mais en fait, le monsieur en face fait beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'il est là pour nous en parler. La première question que je pose ici, en général, et je vais te la poser aussi, c'est quoi la richesse pour toi? Alors Philippe, pour moi, la richesse, c'est avant tout la richesse de l'âme. C'est-à-dire, on est riche des qualités humaines que l'on a, on est riche de ce qu'on est, et ensuite, ce qu'on a, en fait, vient, à mon avis, le résultat de ce qu'on fait avec ce qu'on est. Voilà, c'est un choix. Ok, en français plus facile, en français plus simple. C'est-à-dire qu'on est riche de ce qu'on est, de cette richesse de l'âme. Et puis en fait, une fois qu'on est quelque chose qui nous convient, on choisit en fait des directions. Et on peut choisir en fait d'augmenter son capital. Et là, on va vers la richesse financière, où on va créer une activité pour augmenter en fait son revenu, donc sa capacité à pouvoir évoluer dans une société capitaliste qui est la nôtre. Alors tu dis on est riche de ce qu'on est. Oui. Partant de là, tout le monde est riche.
Non, parce que tout le monde n'est pas. On est tous en chemin. On n'est pas tous au même niveau sur le chemin. Je ne parle pas d'un niveau hiérarchique, mais je veux dire, chacun choisit le chemin qu'il veut. Et puis, il y a quelqu'un qui va dire, par exemple, moi, je me suffis à moi-même, c'est moi, me, myself and I. Puis, il y a quelqu'un qui va avoir peut-être la richesse du cœur. Et là, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui va avoir la richesse d'essayer de trouver quelque chose qui sert aux autres autour de lui. Par exemple, pour toi, c'est lui qui est riche. Oui, c'est lui qui pose. Moi, la richesse. Mère Teresa était donc riche. Elle était riche du cœur. Elle a donné tellement de bonheur aux gens qu'elle était riche du cœur. Mais par exemple, on peut prendre. Je ne sais pas, Michael Jackson était riche. Il a donné beaucoup de bonheur aux gens. Il a produit quelque chose qui donnait du bonheur aux gens. Et ça allait avec son caractère. Quelqu'un qui aimait les gens, jovial. Et puis les gens qui ont travaillé avec lui, moi j'en connais, qui le connaissaient très bien, puisque en tant que chorégraphe, il a créé les connexions à ce niveau-là. Et c'était quelqu'un très gentil, très humain. Et ça se retrouve dans ses chansons. Heal the World, etc. Voilà. Il n'a pas chanté « Je veux assassiner tout le monde ». Il a chanté « Je veux soigner le monde ». Donc ça donne, et ça a vendu. Ça donnait beaucoup de... Il y a des gens qui ont une belle âme, qui sont très pauvres. Oui, il y a des gens qui sont très... Mais en fait, c'est pour ça que je parle d'abord de la richesse du cœur pour en arriver au... Parce qu'après, c'est un choix. Après, c'est un choix. En fait, comme on dit, parfois on dit celui est riche, celui dont les besoins sont limités. Ça veut dire qu'il n'est pas esclave de ce qu'il a parce qu'il est libre. Mais en fait, ça, c'est une vision. Mais en même temps, nous, on est là aussi. Si je suis venu en Afrique, c'est pour gagner de l'argent. Donc, c'est quelque chose dont mais tu en gagnais déjà beaucoup en France. Pourquoi venir en Afrique? Parce qu'il faut le dire, tu étais chorégraphe, mais pas de n'importe qui. Tu étais chorégraphe de qui? Enfin, tu es chorégraphe parce que du coup, tu continues ce métier. En fait, à la base, ce qui m'a fait vraiment connaître, c'est que j'ai chorégraphié la plupart des plus grandes marques de sport d'hiver. Donc, j'ai tourné partout avec Helly Hansen. Enfin, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques ici, Salomon, enfin, toutes les grandes marques comme ça. Et puis après, bien sûr, j'avais ma propre structure où je montais des spectacles à la demande et ainsi de suite. Voilà. Et comment tu as fait pour gagner tous ces marchés? Eh bien, je pense que c'est le mindset. C'est le mindset. Parce que ce qui est fou, hein, c'est on peut avoir... Il y a des gens qui ont extrêmement de talent, mais qui n'arrivent pas à gagner le marché. Tout à fait. C'est incroyable. Ça, c'est vrai. Comme il y a des gens qui chantent bien et qui n'ont pas de carrière. Oui, c'est incroyable. Moi, je connais une fille, là, une amie, là, qui chante extraordinairement bien, mais elle a une timidité et une humilité qu'elle ne sait pas coupler avec le charisme. Et donc, elle est effacée. Et puis, c'est les autres qui gagnent pour elle, quoi. Donc, et moi, enfin, je pense pas être exceptionnel dans ce que je fais, mais bon, quand même, ça va. Il faut quand même un peu de la qualité pour que les gens achètent. Et je pense que les idées, la façon d'orienter les choses, la façon d'organiser les choses, en fait, c'est-à-dire le mindset qui va produire ces façons d'organiser et d'agir, font que ben là, ça plane, on dit « Ah, j'ai envie de travailler avec lui ». Par exemple, je donne un exemple, je chorégraphiais, en fait, il y avait des marques s'organisant ensemble pour faire des gros défilés. Il y en a un qu'on appelait, en fait, j'ai oublié le nom, ça s'appelle ASAP, voilà, ASAP. C'est à Annecy, en fait, hein, c'est un gros défilé des marques de sport d'hiver. Et ça avait été fait plusieurs fois et il n'était pas satisfait. Et puis donc, du coup, on leur a parlé de moi. C'est lui, apparemment, le spécialiste là-dedans. Et puis quand je suis venu, j'ai fait à ma façon. Donc, un différent mindset. Et effectivement, là, ça a plu. Et automatiquement, les marques, quand tu es là, Picture, d'autres marques m'ont dit, il faut que vous veniez ici, et ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça que ça D'accord. C'est comme ça que tu t'es fait connaître, que tu as commencé à te développer dans ce secteur-là. Et ensuite, tu bascules pour devenir aussi coach-thérapeute. Ça veut dire quoi, coach-thérapeute? En fait, depuis tu toujours... soignes les gens? Je me soigne, du coup, on apprend tous quelque chose dans la vie qu'on partage avec les autres. Tu vois, si je vais au cinéma, je vois un bon film, j'ai envie de dire aux autres, tiens, il faut que tu ailles voir ce film. Ouais. S'il m'arrive des choses bien dans ma vie, j'ai envie de dire, tiens, regarde, j'ai fait ça, puis ça m'a fait du bien. Oui. Et à force de faire ça, à force que les gens viennent me voir, puis à force, moi aussi, d'aller apprendre des choses sur moi à travers des personnes qui avaient des compétences là-dessus, je suis rentré dans ce milieu-là. Et puis à force de pratiquer, je me suis mis à pratiquer la méditation tous les jours, plusieurs fois par jour, à une époque où c'était vraiment, on nous regardait bizarre, hein, c'était pas la mode et tout, ni l'hygiène alimentaire, mais ça m'a toujours intéressé. Puis maintenant, c'est à la mode, tout le monde en parle. Mais à l'époque, et puis donc, finalement, les gens venaient vers moi. Et à la fin, je me suis dit, bon, les gens viennent vers moi, ça me prend du temps. Et les gens m'ont dit, mais moi, je suis prêt à te payer pour que tu prennes du temps pour m'apprendre ceci ou cela. J'ai dit, OK. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'en faire mon activité. C'est venu tout seul, en fait. Hein. C'est le plaisir qui a généré ça. Ouais. Et comment dire? Et là, du coup, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me perfectionne dedans. Et là, j'ai accéléré les formations, j'ai été faire différentes formations. Et j'ai fait un syncrétisme un peu de tout ça. C'est pour ça que le diplôme principal que j'ai pris, c'est la discipline que j'ai prise principalement, s'appelle la GES, la guidance émotionnelle stratégique, où là, c'est un syncrétisme de plusieurs thérapies brèves. Donc, ça me plaisait parce que je trouve que c'est dommage d'être fermé à une seule chose. Et il y a pas mal de sources de bien-être. Voilà. D'accord. Et tout ça, ça te rapporte de l'argent? Oui. Est-ce qu'il y a un marché en Afrique pour ça?
Oui. Est-ce que les gens sont prêts pour ça en Afrique? Eh bien, à la base, je n'étais pas venu pour ça. Voilà. Et je me rends compte qu'on me demande, parce qu'en discutant avec les gens, quand je dis que j'ai fait ça, on me pose des questions. Tiens, j'ai tel problème, mais on peut régler ça comme ci ou comme ça. On me dit, bah, tu pourrais faire ça ici. Est-ce que tu voudrais faire ça ici? Je sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé, me dit, on a discuté chez des amis l'autre fois. Moi, je veux changer de métier, mais je ne sais pas, je n'ai pas confiance en moi. Comment je fais? Donc, j'ai commencé à lui proposer des choses. Donc, ça s'est fait, en fait, naturellement. Donc, je vois qu'il y a un marché pour ça. Et après, on me dit, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, je pense que là, maintenant, mon gros resort, il fonctionne à peu près tout seul. Et je commence maintenant, en fait, à ouvrir la porte pour moi dans ce domaine-là. Voilà. D'accord. OK. Revenons donc un peu à la définition de la richesse. Est-ce que tu te considères comme riche? Encore une fois, richesse de l'âme, oui. Non, richesse financière, c'est relatif. Parce que c'est relatif, en fait. Comme je dis, quelqu'un qui gagne... Oui, mais pour toi, pour moi, dans ton propre référentiel. En fait, le jour où tu te dis, je suis riche, quand tu dis tu as quelque chose, tu sais quelque chose, tu finis d'apprendre ou de gagner. Voilà. C'est pour ça que je ne veux même pas me dire ça. Donc tu ne te diras jamais toute ta vie que tu es riche? Oui, parce que je ne peux pas me dire ça. C'est pareil pour la connaissance. Quand on pense qu'on sait, on arrête d'apprendre puisqu'on sait. Bon, si on est riche, on arrête de s'enrichir puisqu'on est riche. Oui, mais on peut considérer quand même que dans une société comme la société ivoirienne dans laquelle tu vis, quand on gagne le niveau de revenu que tu gagnes, qui est largement dans le 1% de ce que les Ivoiriens les plus huppés gagnent, même là, tu te dis que non, je ne suis pas riche. Oui, parce que par rapport je sais pas, on va dire, quelqu'un même qui gagne, je donne un exemple, quelqu'un qui va gagner, je sais pas, même 20 millions d'euros par mois, par rapport à Bill Gates, il est pauvre. Oui, mais Bill Gates n'est pas Abidjan. Non, il n'est pas Abidjan. Mais je veux dire, ta définition de la richesse est aussi contextuelle par rapport aux gens qui t'entourent. C'est vrai. Le pays dans lequel tu vis. Oui. Bill Gates aux États-Unis, effectivement, c'est une économie qui n'a rien à voir avec nos économies africaines. Mais quand on classe nos milliardaires, on classe, je sais pas moi, Dangote, Elumelu, ainsi de suite, et ils sont milliardaires dans leur pays, dans leur écosystème. Donc, je te repose la question, est-ce que toi, dans ton écosystème, c'est la dernière fois que je pose ça, est-ce que tu te considères riche? Ça va, voilà. Tu n'es pas à plaindre, c'est ça? Non, je ne suis pas à plaindre. Je ne suis pas encore chez ces gars-là, quoi. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'Africains ont peur d'assumer un statut qui est le leur. Est-ce que tu comprends ça? Toi qui étudies un peu les comportements, pourquoi les gens ont du mal à assumer, par exemple, leur réussite? Alors, autant il y a des gens que l'argent a surpris, qui passent leur temps à faire du bruit dans la ville avec des grosses voitures et tout, tu sens bien comment lui, c'est un nouveau riche. Autant ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent sont parfois même gênés qu'on parle du fait qu'ils gagnent de l'argent. Pourquoi? Ça, c'est le fruit de l'influence, la pseudo-colonisation occidentale, française plutôt. Parce que les Américains n'ont pas de honte de ça. Moi, je suis né en France. C'est vrai qu'on a une discrétion, qui me fait prendre conscience de ça. On a une certaine discrétion par rapport à cela. Et puis, oui, c'est peut-être une certaine pudeur, en fait, qu'on a. Ça dépend des individus. Oui, parce qu'en plus, j'aime bien dire aux gens qui sont un peu pudiques, c'est que en fait, les gens autour de toi savent que tu es riche, en fait. C'est-à-dire que tu peux ne pas le dire, tu peux ne pas le verbaliser, mais tes voisins savent que tu es riche, tes employés savent que tu es riche, tes collègues savent que tu es riche. Mais toi, quand on en parle, tu fais genre la fine bouche, ouais, non. Enfin, j'ai remarqué cette attitude, en tout cas, chez beaucoup de personnes qui gagnaient beaucoup d'argent sur le continent africain. Et peut-être que tu as raison, c'est peut-être lié à la mentalité francophone qui est très, très mal à l'aise avec l'argent. Quoi qu'il en soit. Toi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu gagnes de l'argent. Oui. Pourquoi c'est important pour toi de gagner de l'argent? C'est important pour moi parce qu'on vit dans un système qui est basé sur l'accumulation du capital pour avoir une liberté d'action. Et cette liberté d'action, on cherche tous la liberté. Hein, donc tout le monde veut élargir son champ de liberté. Et c'est un peu un jeu pour moi. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est un peu un jeu d'élargir cette liberté d'action. Moi, la liberté de mon esprit me suffirait amplement, en fait. Mais cette liberté-là, c'est un peu un challenge personnel. Un challenge personnel de dire, oui, je suis capable. Si je peux partir de rien et arriver quelque part. C'est extraordinaire. Je pense que c'est le même plaisir quand on gagne certaines étapes sur le développement professionnel que lorsqu'on gagne des matchs, lorsqu'on est dans un championnat, etc. Chaque match, waouh. Et je suis sûr que les joueurs qui sont sur le terrain, ils ne pensent pas au salaire qui est derrière. Ils veulent gagner le match. Oui, quand ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain, voilà. Ouais. Et après, le salaire vient, tant mieux. Et c'est un peu cet état d'esprit-là. Moi, je me dis pas, voilà, il faut que je gagne ça. Et d'ailleurs, moi, je m'associe avec des gens qui sont plus axés sur ça pour que ça crée un équilibre. Parce que, en fait, moi, j'aime le plaisir du jeu, de se faire plaisir, de vivre. Tout en ayant, j'allais dire,
une certaine conscience. J'essaie d'avoir une conscience des choses. Par exemple, quelqu'un qui va gagner 50 000 euros, et puis il a un niveau de vie qui va avec 50 000 euros, et puis après il gagne 100 000 euros, puis il multiplie par 2 son niveau de vie, il ne gagne pas plus. Justement, comment toi tu fais pour parer à ça? En fait, je fais la différence entre les besoins et la nécessité, et puis les envies. Voilà, parce qu'il y a les envies, il y a les besoins, il y a la nécessité. C'est trois choses différentes. Mais dans notre société, on nous fait croire que les envies, c'est la réalité. Que ce dont on a besoin, on nous fait croire qu'on a besoin de nos envies. Alors qu'on n'a pas toujours besoin de nos envies. Et c'est intéressant d'avoir ce pas de recul, 3 pas de recul, pour prendre de la distance face à tout ce qu'on veut nous faire consommer, pour savoir de quoi est-ce que j'ai besoin. Est-ce que, ok, d'accord, j'ai les moyens d'avoir 50 voitures. J'ai combien de jambes pour les conduire? Ça, c'est une question intéressante. Après, si j'en ai besoin de 10 parce que j'ai tel ou tel système, etc., d'accord, pourquoi pas. Mais j'ai ce genre de questionnement-là. Voilà, je vis pas dans un endroit extraordinaire, hein, et c'est volontaire. Je suis bien. C'est exactement, j'ai construit comme je veux, c'est petit, mignon et fonctionnel. Voilà, donc, et ça me va bien. C'est quoi l'intérêt? C'est de te rappeler d'où tu viens, pourquoi tu construis, pourquoi tu vis dans un cadre comme celui-là? Oui, il faut garder il faut toujours garder les pieds sur terre, même si on essaie d'avoir la tête dans les étoiles. Comme ça, on est encore plus grand. mais toi, par exemple, à la base, tu viens d'une famille comment? Modeste, aisée? Oui, bien sûr, on peut dire par rapport à ce qui se passe en Afrique, ma famille, ça se porte bien, va bien. Et en fait, mais j'ai eu une étape de ma vie qui est assez particulière, en fait. C'est que je me suis retrouvé un jour dans la rue. Parce qu'il y a eu des clashs dans la famille, ça s'est passé dans tous les sens. Ma mère qui divorce. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, c'est des choses quand même très intimes. Et je me suis retrouvé donc dans la rue, SDF. Voilà, SDF. Oui, SDF. À quel âge? Vers 15 ans, quelque chose comme ça. Ça a duré. Tu viens d'une bonne famille et tu te retrouves SDF où? À Abidjan? À Abidjan, oui. Oui, à Abidjan. En plus, c'est mon beau-père, un blanc expatrié, ma maman qui a des magasins, des ceci, des cela. Enfin voilà, on vit dans un quartier chic. Il y a le chauffeur qui nous amène à l'école, puis d'un coup, bam, plus rien. Ça, c'est extraordinaire, en fait, comme situation. Maintenant, je dis ça. À l'époque, je ne disais pas ça. Mais avec le recul, je me dis tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est vrai, ça m'a permis de dépasser certaines choses en moi. Parce que quand tu te retrouves dans la rue, tu n'as rien à manger. Tu ne sais pas ce que tu as mangé. Tu es à midi, hein, tu ne sais pas ce que tu as mangé le soir, ni le lendemain, ni rien. Même à midi, tu ne sais pas ce que tu as mangé. Tu es déjà à midi. Tu cherches. Et je me rappelle toujours où je dormais. Des fois, je passe. Il y a un immeuble sur le boulevard de Marseille où j'attendais que le gardien aille pour monter pour aller dormir sur le toit de l'immeuble. Il fait plus frais. Là-bas, et puis il n'y a pas les bêtes, les rats, tout ça, parce que des fois, je dormais sur les trucs où on vend le café, là. Et donc, tout ça, quand je passe, je vois cet endroit-là. Je me rappelle de ça. Je vois après, et quand tu es dans la rue, c'est les gens de la rue qui te récupèrent. C'est pas les autres personnes, parce qu'eux aussi sont dans la rue. Et ils sont dans la rue, c'est des débrouillards. Et s'ils sont débrouillards, des fois, la difficulté est telle que quel est l'échappatoire? Parce que l'être humain, il n'a pas envie de souffrir. Donc, il veut s'échapper de ce quotidien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la drogue, il prend des trucs bizarres, etc. C'est ceux-là qui viennent te chercher. Et tu es embarqué avec eux. Et donc, c'était assez compliqué. Comment ça se passe? Il vient, il te rencontre dans la rue, il te propose quelque chose, il t'oblige, ça se passe comment? Non, il ne t'oblige pas, parce que toi, tu es seul, tu as envie de parler. C'est comme ça, en fait, on voit des gens, tu es dans la même situation que le gars, lui, il connaît. Donc, finalement, il devient un peu ton mentor, tu le suis, il t'apprend la vie de la rue. Voilà. Après, voilà, maintenant, dans la rue, c'est chacun pour soi. Les gens fonctionnent par clan. Et puis après, quand tu n'as pas beaucoup, tu te bats pour le peu que tu as. Donc là, il y a la violence qui arrive. Parce que et puis des fois, quand tu n'as pas, tu te dis, je ne vais pas rester là, je ne vais pas mourir. Donc là, tu utilises la violence pour aller chercher ce que tu veux. Donc c'est un peu ce genre de personne. Et au moins, au fond de moi, je ne me sentais pas comme ça. J'ai jamais été violent dans la vie, au fond de moi. Mais j'ai vu des choses qui m'ont... Mais j'étais avec ça. Parce que si tu veux fonctionner dedans, tu es obligé même de faire semblant que tu es d'accord avec des choses que tu vois qui sont pas OK. Genre quoi? Les agressions, des vols? Des agressions. Tu es entré dans un gang? Oui, pas vraiment dans un gang, mais il y a eu des parties, des moments où j'ai traîné avec des personnes qui n'étaient pas du tout saines. Voilà. Et après, bon, comme ce n'était pas ma nature... Et comment tu fais pour sortir de là? Il n'y a pas de redevabilité? Si tu t'en vas, on va te faire du mal? Non, il n'y a pas ça. En tout cas, moi, je n'ai pas connu ça. Voilà. Je pense pas, mais je pense même pas qu'à Abidjan, ça fonctionne comme ça, à part les trucs graves qu'il y a eu dernièrement comme les microbes, mais je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Tu es là et puis après, si tu t'en sors, tu t'en sors. Hein. Voilà. Et toi qui étais dans la rue, est-ce que tu as vu d'autres enfants sortir de la rue pour redevenir quelque chose? Ou alors, franchement, toi, tu es une exception? Non, après, j'ai vu quelqu'un d'autre avec qui j'étais assez pote, qui n'était pas vraiment... En fait, son père l'a laissé, il s'est retrouvé sans rien. Donc, on se retrouvait ensemble, entraînés. Mais il avait quand même un endroit plus facile pour dormir que moi.
Mais je l'ai revu en Angleterre, maintenant tout va bien pour lui, il a une super situation et tout. Mais je me dis, tu te rappelles quand on marchait, on partait de Koumassi jusqu'à Yopougon à pied, etc. Il n'y a même pas de quoi, 100 francs pour prendre le bus. Donc, on se rappelle de ça. Il a même changé de nom d'ailleurs, il s'est pris un surnom. Et on se rappelle de ça. Je l'ai revu, ouais, on se rappelle de ça. Est-ce que c'est un épisode de ta vie que tu considères marquant ou alors tu es passé à autre chose? Non, je considère marquant parce que en fait, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il n'est pas nécessaire de se brûler pour savoir que le feu fait mal. Mais quand tu te brûles, il faut en faire quelque chose. Voilà. Et forcément, ça t'imprègne. Pour moi, en fait, on est un peu comme une feuille blanche. Là. Tout ce qui se passe, c'est un coup de crayon dessus. Et si le crayon, c'est un gribouillon, comment tu vas faire pour être un artiste et faire une vraie œuvre d'art avec ça? C'est ça la question, la résilience, en fait. Voilà. Et c'est un peu... Ça m'a servi, ça m'a permis de commencer à dépasser ma timidité, à m'affirmer, à savoir que je pouvais dépasser certaines limites où je n'osais pas parce que j'étais très timide. Voilà. Donc là, tu es obligé, comme on dit ici, d'être garçon, sinon il y a un problème. Et bon, voilà, ça m'a amené beaucoup de choses. Et du coup, après, dans le business, tu as des choses... Je pense que j'ai un tempérament plutôt pisse. Voilà. Mais il y a une certaine nervosité qu'il faut trouver des fois dans le business, certaines colères qui me viennent de là parfois. Aujourd'hui, avec le recul, tu penses que c'est de la faute de qui que tu te sois retrouvé dans cet épisode? Ouais, je ne veux pas incriminer en public comme ça quelqu'un. Okay, mais tu penses à quelqu'un? Oui, je pense à plus. Tu en veux toujours à la personne? Non. Tu es passé à autre chose? Vraiment, ça, c'est sûr. Tu as pardonné? Oui. J'ai fait une lettre à la personne, enfin à différentes personnes, et j'ai jeté cette lettre, mais j'ai écrit. J'ai fait comme si j'envoyais. Pourquoi tu as fait ça symboliquement? Oui, symboliquement, parce que c'est une technique thérapeutique déjà que j'enseigne aux gens. Que pour nettoyer certaines choses, bien, si tu en veux, à des parents, il faut lui écrire. Des fois, il faut poster la lettre à soi-même, ça va revenir chez soi. Mais au moins, tu lui as dit ou tu as exprimé, en fait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. À un moment donné, je pense qu'il faut l'exprimer, d'une façon ou d'une autre. Mais la personne ne va jamais recevoir ton courrier, elle ne saura jamais peut-être. Non, elle ne saura jamais. Il y a une de ces personnes qui, un jour, m'a dit, parce que comme j'ai la drépano, comme beaucoup de noirs, drépanocytose, j'avais une paralysie de la hanche à un moment donné. Donc ça a été une catastrophe parce que pour travailler comme danseur avec une hanche en moins, c'était très compliqué. Et je souffrais pas mal. La personne était venue me voir en France, puis m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que j'ai fait ça que tu... Et puis après, un jour, cette personne s'est excusée en me disant, bon, j'ai pas fait ce qu'il fallait à tel moment. J'ai dit, non, tu as fait ce que tu pensais faire bien en fonction des moyens que tu avais à ce moment-là et de ton éducation. Voilà. Mais je pense qu'au fond, tu pensais faire bien. C'est incroyable. Je pense qu'on n'imagine même pas la dureté de la vie dans la rue. C'est-à-dire, comme tu dis, tu te lèves le matin et tu ne sais pas ce qui va se passer à midi. Tu ne sais pas ce qui va se passer le soir, encore moins le lendemain. C'est ça. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'horizon en fait. Tu as des rêves, par contre. Ça, c'est important. Et je pense qu'il faut s'accrocher à ses rêves, mais un jour, il faut croire qu'il y a les moyens de ses rêves. Et à un moment donné, ma chance, c'est l'éducation que j'ai eue avant. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'étais élevé par ma grand-mère par alliance, qui était une bourgeoise. Et donc, elle nous a donné une éducation bourgeoise, une façon de se tenir à table, etc. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, il y a eu des épisodes où j'ai failli sortir. Puis après, à un moment donné, les premières personnes qui m'ont récupéré avant que ma famille revienne me chercher, enfin, ils ont dit, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il fait là? Il est poli, il s'exprime bien, etc. Donc, ils se sont dit, non, c'est pas sa place là-bas. Et je serais arrivé, je pense, avec c'est vrai que j'avais une chance avant, c'est ça. Je serais arrivé en parlant mal, sans pas m'exprimer, sans avoir tous ces codes de politesse. Eh bien, ça n'aurait pas été la même chose. Donc, je remercie aussi cette dame qui était très sévère avec moi, ma grand-mère par alliance, mais qui m'a éduqué à ça. Et ça sert toute la vie. Je veux dire, pour la réussite, c'est quelque chose... Je pense que, quel que soit l'âge, il faut vraiment faire attention à se former à la façon dont on communique avec les autres. Parce que, je donne un exemple, on montait avec un ami, on m'appelle Patrick, le chinois, maintenant un projet de boîte de nuit. Et puis, je lui amène une DJ qui est extraordinaire. Puis, en parlant, il me dit, oui, lui, il connaît bien la musique. Il dit, tu connais tel DJ? Je dis, oui, je sais c'est qui. Après, je sais c'est qui. Puis, elle part. Il me dit, Guillaume, je ne vais pas l'embaucher. Je sais pourquoi. Elle me dit, moi, quelqu'un qui ne sait pas dire je sais qui est, ou je le connais, mais qui dit je sais c'est qui, je ne veux pas qu'elle parle avec mes clients. Vu le standing de son affaire. Donc, c'est idiot, hein. Juste cette phrase-là, ça a empêché cette personne-là d'avoir ce job, alors qu'elle avait toutes les compétences. Donc, je pense que ça, c'est important. C'est pas trop dur? C'est pas jugé à l'apparence? On n'est pas allé au cœur, à l'âme, que toi, tu sembles mettre en avant. Alors, lui, c'est sa façon de voir les choses. Moi, j'aurais pris la personne quand même. Hein. je lui ai dit, voilà, ça se dit comme ci et pas comme ça. Et puis après, elle aurait fait l'effort. Lui, il a été dur. Mais ça, c'est un épisode qui m'a marqué. J'ai dit, ah bon, juste un détail comme ça. Et c'est là que j'ai fait le lien. Je dis, c'est vrai que quand même,
la chance d'avoir eu cette éducation et puis après d'avoir continué à chercher à apprendre, à me cultiver, d'avoir une certaine culture générale. Parce que les gens veulent gagner de l'argent, mais quand tu arrives nouveau riche, que tu es grossier, beauf et tout ça, et les autres le remarquent. C'est pas à ton avantage. Ça, c'est quelque chose, et puis c'est facile à tout âge de réapprendre certaines choses. Et c'est quoi les codes donc, pour pouvoir s'imposer dans certains milieux? Parce que ce que tu dis là, pour moi, c'est très important. La capacité à comprendre les codes. C'est ça. Malheureusement, beaucoup de personnes, comme tu l'as illustré, passent à côté d'énormes opportunités parce qu'ils ne comprennent pas les codes. C'est ça. Et qu'en général, les codes s'apprennent dans un milieu. C'est-à-dire que quand tu n'es pas né, tu n'as pas grandi dedans, c'est difficile de pouvoir se les approprier. Et tu penses que ce serait quoi les codes de base comme ça pour quelqu'un qui a de grandes ambitions et qui va peut-être qui va être appelé à fréquenter certains milieux? D'abord, c'est la sobriété déjà. Parce que comme tu disais tout à l'heure, plus ce qu'on a ou ce qu'on est, moins on en a, plus on étale. C'est comme la confiture. Il faut que ça prenne tout le pain. Ouais. Donc, il y a une certaine sobriété qui amène, ça n'empêche pas bien sûr d'être soi-même. Voilà. Mais il y a une certaine sobriété qui est importante. Ça, c'est très jugé. Les personnes qui ont fait trop et qui ont se dit, bien ça y est, ils viennent d'avoir de l'argent. Et puis maintenant, voilà, il arrive en boîte, il invite tout le monde, yallah, il claque dans les doigts. On comprend. Et ça, c'est un. Ensuite, l'élocution, la façon de parler, le langage, les mots. Il y a énormément de bouquins ou de tutos sur YouTube aujourd'hui pour apprendre à s'exprimer. Et donc, il faut apprendre à avoir un langage. La première chose quand deux personnes communiquent, c'est le langage. Et on juge, on ne le veut pas, inconsciemment ou pas, quelqu'un, la façon dont il s'exprime. Ensuite, il y a bien évidemment la tenue vestimentaire, etc. On n'est pas de se déguiser non plus, mais quelque chose qui corresponde à soi. Moi, je ne suis pas pour le costard-cravate de tout le monde. Je trouve que c'est dommage que les Occidentaux nous aient imposé des choses et que maintenant on revendique notre identité et qu'on continue à les copier. On a des très belles choses chez nous à exploiter. Ça, c'est les codes. Mais ensuite, ce qui est important, c'est le raffinement. C'est le raffinement. Et le raffinement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la bourgeoisie, mais qui pour moi est important au niveau de toute l'humanité. Parce qu'on n'a jamais vu une intelligence brutale. L'intelligence, c'est toujours raffinée, toujours fine, subtile. Et donc, si on veut avoir des rapports intelligents avec soi ou avec les autres, il faut chercher à développer son raffinement. Pour ça, les femmes ont beaucoup à apprendre aux hommes. La délicatesse, la recherche du détail qui va changer tout. Parce que parfois, on voit un détail sans le voir. Et c'est ce qui va nous influencer et créer quelque chose. Et donc, être attentif aux détails nous permet de saisir l'opportunité et puis nous permet aussi de saisir qu'est-ce qui fonctionne chez l'autre ou chez nous. Donc, le raffinement, la féminité, la délicatesse, qui sont des valeurs féminines, même si, je ne parle pas féminine dans le sens la femme, hein, même si c'est des femmes qui naturellement ont ça plus facilement, mais on a besoin de ça. Parce que quand on voit une femme qui est russe, là, qui ressemble à un mec, si j'ose dire avec ce mot un peu cru, ça choque les hommes. On dit, c'est pas se tenir. Par contre, si on voit un homme qui a une certaine classe, un certain raffinement, on dit, ce monsieur-là est impressionnant, on a envie de discuter avec. Donc, c'est important. Donc, la culture générale, le raffinement, la délicatesse, et donc d'essayer toujours d'avoir une vision panoramique. Je pense que c'est important parce que souvent, ce raffinement, cette attention aux détails sans y être focalisé, c'est une attention. Parce qu'il y a des gens, par contre, eux, c'est la maladie des détails. Alors là, on ne peut pas avancer comme ça. Pour moi, il faut toujours fonctionner de l'ensemble au détail. Je donne un exemple. Quand on construit une maison, on commence par l'ensemble, les fondations, et puis après, on met le robinet. On ne met pas le robinet d'abord, puis après. Alors, il y a des gens qui vont focaliser sur un détail, et puis ça va les couper du reste. Je pense qu'il va avoir la vision panoramique et ce souci des détails qui va avec. Non, mais c'est très, très important parce qu'on parle très peu, finalement, de ces codes-là et qui sont tellement importants pour s'insérer dans certains milieux. Oui. Parce qu'en fait, à un certain niveau, le réseau fait tout. C'est ça. Et pour entrer dans un réseau, il faut que quelqu'un te fasse suffisamment confiance pour te recommander à quelqu'un d'autre, qui lui aussi va te recommander, et ainsi de suite. Et la chaîne va se faire. Toi, par exemple, tu as un resort qui est juste très bien, tu es en face de la mer, tu reçois beaucoup de personnes là-bas, donc tu rencontres forcément beaucoup de gens dans ton business, dans le cadre de ton activité. Qu'est-ce que tu constates? Les personnes qui sont riches, pourquoi elles viennent dans ce genre d'endroit? Elles ont pourtant parfois de très belles maisons. Pourquoi elles viennent dans un endroit comme le tien, face à la mer? En fait, c'est pour couper du monde d'abord. C'est pour ça que j'ai créé quelque chose où quand on rentre là-bas, on a l'impression on est sur la route des plages, on a l'impression de rentrer dans la nature. Les plantes, le bois, les voiles. Il y a tout un ensemble que j'ai pensé pour rappeler le repos, la zénitude, si j'ose dire, qui va bien avec la mer. Donc la première des choses, les gens me disent, je viens pour ça. D'ailleurs, j'ai même mis des lits pour, après avoir mangé, on peut faire la sieste.
Et ils adorent ça. J'ai des hommes politiques connus qui viennent, ils mangent, ils font leur sieste, ils font leur marche, et puis ils sont contents. Ils disent, on ne vient pas aller ils disent, les autres, ils font des établissements, là, tout est marbré, tout est... Nous, on quitte Cocody pour arriver à Cocody au bord de la mer, c'est pas possible. Et c'est ça qui m'a interpellé. Moi, quand je suis arrivé, pareil, je venais en vacances en Côte d'Ivoire. Je vois des trucs, je dis, mais j'ai pas envie de ça, quoi. Je viens pas au bord de la mer pour voir du marbre. Ouais, pour voir du marbre. C'est comme si on avait ce complexe d'infériorité vis-à-vis des Blancs qu'on veut absolument montrer que nous aussi, on est capable de faire ça. Quand je suis arrivé, les gens m'amènent à Cap Sud. Ouais, Abidjan, on a Cap Sud. Bon, et alors? Il n'y a pas été à Paris, au centre commercial de la Défense ou ailleurs, je sais pas, j'ai n'importe quoi, voilà. Mais c'est un petit... Bon, Cap Sud. Bon, et alors, c'est pas ça qu'on veut voir. C'est pas ça l'identité de la Côte d'Ivoire. Je dis, j'ai rien contre Cap Sud, je vais faire mes courses là-bas. Je veux dire, je mets dans le contexte de dire, quand on veut aller voir la source de la Côte d'Ivoire, on va aller voir la mer, la forêt, comme le domaine Bini. Il y a d'autres choses aussi. Bien, il y a quelqu'un qui a créé un safari là, au centre vers Boaké, là. Ça, c'est des choses qu'on a envie de voir. Alors, on va dire, oui, mais les Blancs pensent qu'on est tous sauvages. Non, mais moi, j'ai fait quelque chose, il n'y a rien de sauvage dedans. Seulement, j'utilise des produits locaux que j'essaie de valoriser, leur donner la même valeur que les produits externes. Donc, je pense que c'est ce que les gens viennent chercher aussi chez moi, même à travers la nourriture. Il y a des choses différentes où je prends des produits locaux pour les mettre au même niveau que ce qui est gastronomique. Pourquoi nos produits locaux, on considère que ça n'a pas de valeur et ceux des autres, dès que ça vient d'ailleurs. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et pour moi, c'est comme un complexe d'infériorité, quoi, je veux dire. Parce qu'on nous a dit que ça, c'est bien. Mais à l'époque des colons, quand on s'informe un peu de ça, ils nous disaient que tout ce qu'on faisait est mal et que tout ce qui vient de chez eux est bien. Donc, ils faisaient des produits de France et ça, c'est bon. Donc, le gars qui est à côté, là, le domestique, là, il s'est dit, tiens. Et puis après, chacun essaie de singer son maître. Et puis finalement, le temps est passé, mais c'est resté comme dans l'inconscient collectif. Et je pense qu'il faut se détacher de ça et se dire, oui, on vend le beau flotto au bord de la route, mais le beau flotto peut être fait de façon gastronomique et rentrer dans les plus grands restaurants. Tu as eu le problème dans ton restaurant, dans ton établissement, quand tu as voulu commercialiser l'eau de coco. Oui. Tu peux nous raconter ça, tu m'en as parlé en off, mais ça traduit tout. C'est incroyable. On arrive avec des amis là, en vacances, puis on va dans un établissement au bord de mer qui était un des plus corrects à l'époque, j'allais dire. C'était pas trop banabana comme on dit ici. Puis on va là-bas, on était tout contents. Piscine, bord de mer, poisson. On demande du poisson, on dit waouh, le poisson. Nous, on voit la mer, on se dit le poisson, il vient de la mer. Là. Donc ça va compléter l'anecdote parce que on disait comment vous prenez quoi, de la carpe? Il y a quoi, de la carpe? On va prendre la carpe. Puis on a regardé, on a la chance, on est en Afrique, on mange le poisson. On mange le poisson en bord de mer qui a été pêché là. Alors qu'en Afrique, ça venait de Chine, c'était mis dans des cartons et c'était gonflé aux hormones, mais même on s'essurait même pas les pieds dessus en fait, avec ce qu'ils mettent dedans. Et puis c'est ce qu'on nous servait parce que voilà, c'est incroyable. Et puis bon, vraiment le cœur du problème, on veut boire quelque chose. Donc on demande à boire. Et là, on nous dit, bon, il y a Coca, il y a Fanta. On dit, non, mais on veut boire quelque chose ici. Il n'y en a pas. Et pourquoi? Mais c'est ce qui est là, c'est Coca, c'est Fanta. J'ai dit, mais le boisson ivoirien, il n'a rien d'ivoirien. Il dit, non. Donc, il y avait des cocotiers sur le bord de la mer. Donc, je lève la tête, je montre le doigt, je montre le cocotier. Je dis, ça, c'est quoi? Il dit, c'est un cocotier. J'ai dit, mais le rond qui est en haut là, c'est quoi? Il me dit, c'est un coco. Je dis, il y a du jus dedans. Il dit, j'ai dit, mais pourquoi vous ne vendez pas ça? C'est juste là. Il me dit, ah, c'est pas ce que les gens veulent. Eux, c'est Coca, ils veulent. J'ai dit, peut-être que c'est ce que vous pensez. Nous, on veut en tout cas du coco. Donc, j'ai dit, regarde, si tu es malin, on voit quelqu'un, toi, même grimpe au coco. Nous, on va acheter quel que soit le prix. Parce qu'on n'a pas ça là-bas. Et puis, même si on était ici, on préférait boire ça. C'est sain. J'ai essayé le coca, c'est bien, j'aime bien, mais bon, c'est du poison, quoi. Donc, il a compris, il a grimpé, il nous a fait ça. Et après, chaque fois qu'on venait, il a commencé à faire son business avec nous. Comme ça, il nous vendait le coco. Et moi, j'ouvre mon restaurant des années plus tard. Et je dis aux filles, à mes serveuses, on va vendre du coco. Elle dit, mais monsieur, ça ne peut pas vendre du coco. Je dis, bon. Elle dit, mais il y a les femmes qui passent sur la plage, elles vendent ça à 100 francs, 150. On ne va pas vendre 100 francs. Je dis, non, on va vendre le coco à 500. Elle dit, monsieur, ce n'est pas possible. Je dis, mais est-ce que les femmes la passent tout le temps? Elle dit, non, il faut attendre. Je dis, non, nous, c'est tout, ça va être prêt. Ça va être présenté joli, on va faire une sorte de présentoir. Et puis, comme il y a tout l'environnement où on le boit, on va le vendre 500. Elle me dit, monsieur, ça n'a jamais marché. C'est une des boissons que je vends le plus aujourd'hui. Incroyable. Le coco. Le coco. Et j'ai fait un cocktail à base de coco, notre cocktail maison, coco, ananas, citron vert. Et j'ai dit, on va faire ça parce que c'est bio, on a des cocos, donc on va utiliser les produits locaux. Il y a un village, ils font du citron, voilà. On va même planter un citronnier, là, depuis on en a un. Et puis on est dans la région de Benoît, et l'ananas, c'est pas loin, donc on va mettre l'ananas dedans. Ça, c'est local. Donc je dis ça, enfin, elle me dit, non, monsieur, ici, c'est la bière, hein, les gens, ils boivent avec le coca. Et donc je leur dis, non, c'est parce que vous êtes dans des paradigmes, on vous a conditionné, sortez de là. Essayez. Elles ne veulent pas. Et je pars en France. Je reviens, je regarde, je dis non, les gens ne veulent pas. Je dis ok, suivez-moi. Je prends 2 chefs de rang. Elles viennent et je vais au bout, il y a les box. Et il y avait un couple là
Il y a une dame qui était venue avec son conjoint, je crois qu'il venait des États-Unis, un pays anglophone. Et je discute, elle n'avait pas encore pris la commande. Donc je vais avec la serveuse qui doit prendre la commande, et les chefs. Donc je dis, qu'est-ce que vous avez à boire? Donc je dis, voilà, ce qu'on a ici, vraiment, on a le cocktail maison. Et c'est fait avec ça. Je commence à expliquer et je commence à les faire voyager dans mon explication. Et elle me dit, je veux ça. Je dis, OK, on va mettre ça tout de suite. Et donc, j'avance, il y a un box juste à côté. Monsieur, vous avez parlé d'un cocktail à côté. On veut le même. On veut le même. Et puis on a commencé à vendre. Et aujourd'hui, c'est ma vente numéro 1. Excellent. Voilà. Cocktail, coco, ananas, citron. Ouais. Mais il y a une façon, j'ai créé une formule, façon de le présenter pour que les personnes sachent le présenter. Parce que sinon, elles vont dire, ah, il y a coco, citron, ananas. Je dis, bon, ça n'est pas arrivé. Il faut raconter une histoire. Ouais. Quand on vend quelque chose, c'est autre chose encore à comprendre. Quand il y a une histoire derrière ce qu'on vend, ça se vend toujours plus. On paye pour aller écouter des histoires au cinéma. Donc. Tu peux développer ça parce que du coup, la vente, je suis d'accord avec toi, hein, c'est beaucoup de storytelling. Et je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance des histoires. Oui. Et je pense d'ailleurs que c'est l'une des choses qui fait que ce média fonctionne très bien. C'est parce qu'au cœur du narratif, il y a des histoires. Oui, bien sûr. Moi, quand je regarde ta chaîne, c'est ça. C'est que je vois l'histoire des personnes qui sont là. Tout à fait. Et donc, forcément, on s'identifie. Et puis, on aime les histoires. Même tout petit, on ne s'endormait pas sans histoire. C'est difficile. Ouais. Donc, quand on veut communiquer avec quelqu'un, on est intéressés les uns aux autres. Chaque personne qui est devant nous, c'est une histoire. Il y a un passé. Il n'est pas apparu là d'un coup spontanément. Et donc, ce passé-là, ce qui a amené la personne à être là, ça nous intéresse. Et même tout ce qui existe autour de nous. Quand on comprend l'histoire de telle chose, pourquoi ça a été créé, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle est sa valeur, eh bien, automatiquement, ça nous intéresse. Et je pense que dans la vente, on doit faire très attention à ça. Je vends un produit, OK. Alors, quelle est l'histoire de ce produit? Quelle est la valeur de ce produit? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et quel lien je peux faire entre l'histoire de ce pays et la personne qui est en face de moi? Ça, c'est encore intéressant. Et pour ça, dans la vente, il faut savoir poser des questions, etc. Parce que souvent, des gens viennent te vendre des choses, je vois, dans les magasins, et puis ils me parlent. Il ne me pose pas de questions. Le bon vendeur pose beaucoup de questions. Mais oui, c'est la base. C'est la base. Ouais. C'est le mauvais vendeur qui te raconte son produit, qui te raconte sa vie, mais un bon vendeur pose beaucoup de questions. Exactement. Et c'est sur la base des questions qu'il propose son offre. Exactement. Et c'est basique, mais très très peu de personnes l'appliquent. Pas qu'en Côte d'Ivoire, mais de manière générale. Les gens pensent qu'on veut les détails techniques de ce qu'ils vendent. Et l'exemple que tu as donné est une parfaite illustration. C'est-à-dire que tu es parti de 3 produits naturels que tout le monde connaît. Et parce que tu as raconté une histoire derrière, c'est devenu ton best-seller. C'est incroyable quand même. Non, mais c'est une très, très belle histoire pour que les gens réalisent bien qu'on a beaucoup de choses. Et ça, tu le dis souvent, on a beaucoup de très bonnes choses en Afrique. Mais c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on ne les brande pas, on ne markete pas assez. Là, on a la CAN qui arrive, par exemple. La Côte d'Ivoire est un pays magnifique à beaucoup d'égards. Mais je pense que, je ne sais pas s'il y a vraiment une réflexion pour se servir de cet événement pour montrer le vrai beau visage de la Côte d'Ivoire qui, je le répète, va au-delà d'Abidjan. C'est ça. C'est vraiment, je me suis posé une question similaire. Hein. C'est intéressant. Je me suis dit, OK, les gens vont venir, qu'est-ce qu'ils vont vouloir montrer de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a tellement de choses qui ont disparu. On ne voit plus les danses traditionnelles comme avant, aussi bien. Après, il y a le festival, le mot m'échappe, à Bassam, là, qui est chaque année, qui est super. Mais je ne vois pas ça tout le temps, quoi. Je ne vois pas ça tout le temps. Je veux dire, aux États-Unis, c'est un peuple récent, mais leur hip-hop, là, ils ont envahi le monde entier avec ça. C'est leur identité ou leur rock. Ils ont envahi le monde entier. Non, on fait quoi? OK, on a notre coupé décalé, qu'est-ce qu'on fait avec? On a notre zouglou, qu'est-ce qu'on fait avec? On a des choses correctes, on a nos danses traditionnelles, on a encore plus de background que certaines cultures qui ont envahi le monde. Et pourtant, ça intéresse les gens. J'allais sur AliExpress autrefois, ou on commande en ligne, là, et j'ai vu qu'il y a plein de pagnes, de vêtements pagnes. J'ai dit, quoi? Ça y est, même là-bas, ils font du pagne et puis ils vendent ça. Ça n'existait pas avant. Oui. Ça n'existait pas. Donc, il y a tellement de choses à présenter. L'Afrique à la mode maintenant. Oui, l'Afrique à la mode, tant mieux, elle retourne. Mais il ne faut pas laisser la retourner sans être au-dessus pour avancer avec. Et il y a aussi un gros problème que l'on rencontre dans nos pays et qui est aussi présent ici en Côte d'Ivoire, c'est que malheureusement, c'est parfois beaucoup d'étrangers qui viennent et qui se rendent compte de ce qu'il y a dans nos pays et qui le valorisent. Oui. Un lieu comme celui que tu as, malheureusement, la plupart des lieux comme ça en bord de mer qui sont bien faits de manière authentique ne sont pas tenus par des Africains. Souvent, d'ailleurs, quand les serveuses disent c'est un noir qui tient ici, les gens ne croient pas. Une fois, il y avait une dame qui était là, une jeune Libanaise, avec sa, je pense ça devait être avec sa maman. Puis elle demande, c'est pour qui ici? C'est super, on ne connaissait pas et tout. Elle dit, non, c'est pour un monsieur. Et puis elle dit, c'est pour un monsieur. Et puis la dame lui répond, ah, c'est un Français? Elle dit, oui, mais c'est un noir. Ivoirien. Elle dit, non, mais vous ne connaissez pas votre patron? Elle
elle a dit ça. Elle a dit, non, elle n'a même pas dit vous, elle l'a tutoyé, parce que ça, c'était un peu encore évalué. Tu connais pas ton patron. Elle dit, madame, si vous voulez, je l'appelle, c'est un noir. Elle dit, mais un noir ne peut pas faire quelque chose comme ça. Là, c'est le summum. Oui, elle a dit ça, carrément. Un noir ne peut pas faire quelque chose comme ça. Mais elle vient en Côte d'Ivoire. Oui, elle vient en Côte d'Ivoire. Mais quand on était en formation avec les filles, là, je parlais de certaines choses, puis là, elle nous a raconté l'histoire qui était arrivée le jour même. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais il fallait m'appeler, quoi, parce que là, c'est pas possible. Et puis en plus, elle te tutoie, elle n'a pas à te tutoyer. Nous, on se connaît, moi, je te connais, tu m'as mais elle ne te connaît pas. Et puis de deux, pour dire, un noir ne peut pas faire un truc comme ça, pourquoi? On a quoi? Donc il faut à un moment donné aussi que nous, on s'affirme et qu'on soit au devant. Hein. C'est pour ça que je me mets même au devant de mon établissement, pas parce que je veux me bloquer, comme on dit ici, mais si ça plaît aux gens, je veux qu'on sache que c'est quelqu'un du pays qui a fait ça, enfin du continent en tout cas. Le secteur hôtelier, tu l'as dit tout à l'heure, à beaucoup d'endroits, quand on va dans certains endroits, on a l'impression que les gens veulent refaire Dubaï, Dubaï qui peut être une ville très artificielle. On a l'impression que les gens trouvent que justement, tout ce côté un peu très moderne, c'est ça qui marche. Et toi, tu démontres bizarrement que non, c'est un côté, au contraire, très... alors, attention, tu t'as su quand même de respecter tous les codes, mais on est vraiment en Afrique chez toi. C'est ça. En même temps, ça me parle tellement. Et ça parle, je me rends compte que ça parle à tellement de personnes. Je veux dire, c'est... Quand on va en Asie, quoi, quand on voit tous ces restaurants asiatiques, je vois beaucoup de restaurants français en Asie. Quoi. Voilà. Ouais. Ici, il y en a plein. Ouais. Dans les restaurants asiatiques, je vois pas beaucoup de cuisine française. Ici, il y en a plein. Voilà. Donc, bon. Je n'ai pas été au Vietnam, mais j'ai posé la question, parce que j'avais une élève dedans, qui était vietnamienne. J'ai dit, est-ce qu'il y a beaucoup? Elle dit, oui, il y a pas mal de Français, mais nous, c'est la cuisine vietnamienne d'abord. J'ai dit, c'est marrant, parce que chez nous, on a été colonisés comme vous, mais nous, la cuisine européenne, c'est ce qui est valorisé. Beaucoup. Et je parle avec le cuisinier d'un ami qui a un hôtel-restaurant à Hongrie. Et je lui dis, c'est marrant, à la carte, je vois quasiment pas de produits africains, il n'y a même pas d'alocaux. Et donc, il va voir le cuisinier et puis il lui parle. Donc, voilà, okay. Puis il dit non, il rigole, il dit, mais on ne va pas mettre l'aloco à la carte. On est quand même dans un grand restaurant. Oui. Mais par contre, il met des frites. Oui. Hein, voilà, bon. Oui. Oui, c'est drôle parce qu'un épisode qui m'avait marqué, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire pour la première fois en 2019, à l'époque, je faisais, dans le cadre de mes formations ici, un dîner VIP. C'est-à-dire qu'en journée, on fait de la formation et le soir, on se retrouve avec quelques VIP pour aller manger. Et moi, j'étais tellement content d'aller manger dans des endroits très... Par exemple, il y a un endroit que j'aime beaucoup, c'est le Maquis. Il est à côté de l'hôtel Azalaï. Je sais pas, chez Ambroise. Chez Ambroise. Ouais. J'aime beaucoup ce Maquis. Quand tu vas là-bas, il y a des danses traditionnelles, tu as les pieds dans le sable. Je trouvais une expérience juste magique. Et donc, j'ai décidé que j'allais faire mon dîner des VIP là-bas. Donc, on est allé avec mes VIP. On a mangé, personne ne m'a rien dit. On a discuté, on est reparti. La fois d'après, je suis revenu. Je suis reparti là-bas. Et je pense qu'au bout de la deuxième fois, quelqu'un qui avait été VIP 2 fois est venu me voir. Il m'a dit, tu sais, Philippe, je suis désolé de te dire ça, mais nous, quand on pense à un dîner VIP, ce n'est pas le genre d'endroit-ci. Ah bon? Il me dit, oui, non, pour nous, ce n'est pas vraiment le genre d'endroit-ci. Donc, du coup, il me donne cet élément-là. Et, ok, d'accord, je retiens. Et donc, forcément, je suis curieux. Je vais en parler donc à mes autres personnes que je connais en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion que j'ai eue? Et là, donc, je découvre qu'en fait, mais oui, effectivement, ici, aller dans ce genre d'endroit, c'est tout sauf ce qui peut être considéré comme quelque chose de VIP. Et pourtant, quand tu vas à ce maquis-là, c'est rempli de blanc. C'est rempli de blanc. Il me dit, non, il y a d'autres adresses dans la ville et tout. Je dis, ok, d'accord, bon. La fois d'après, donc, je me conforme donc et je prends un très bel établissement dans la ville, français, cuisine française. On arrive là-bas, aucun plat ivoirien à la carte. Et tout le monde est très content. Là, on peut manger du saumon, là, on peut manger des trucs qu'on n'a pas l'habitude. Parce que ce qu'on te dit, c'est que oui, ici, on mange des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger à la maison. Et bon, on va dire à la limite, tu donnes au client ce qu'il veut. Mais j'étais quand même un peu gêné en me disant, mais comment vous pouvez penser que cette ambiance dans ce restaurant, ok, d'accord, il y a tout ce que vous voulez comme déco et tout, pourquoi vous pensez que ça c'est mieux que les pieds dans le sable, dans un maquis avec de la danse, des chants, du poisson frais
qu'on passe à la braise, tu manges avec les mains, tu as une vraie expérience authentique. Pourquoi vous pensez que ça c'est mieux que l'autre? Et pourtant, pour terminer un peu avec l'anecdote, tout le monde était très content de ce lieu-là. Et à partir de là, j'ai commencé dans ce genre d'endroit, hein, et les gens sont très contents. Et à chaque fois, ça me fait un petit pincement parce que je me dis, mais on passe à côté de quelque chose. Oui, on a une responsabilité. Hein. C'est super que tu en parles. Je pense qu'on a une responsabilité de le dire pour réveiller les consciences. Parce que l'épisode, moi, avec le gars qui disait que la loco, bah, c'est de la rue, finalement, le patron, il a dit, OK, on va quand même mettre ça à la carte. Et puis ça marche. Ils vont s'en aller. J'ai dit, tu vois, tout le monde mange. Parce que comment on peut avoir ces... Bon, après, bon, comment La question, c'est qu'il faut... On ne peut pas être viable longtemps si on n'a pas d'identité. Quelqu'un qui lui-même ne sait pas qui il est, ne connaît pas son nom, etc., il est perturbé. Et on ne peut pas vouloir ça pour chez nous. Donc, on a vraiment tous un travail collectif, main dans la main. Ça ne veut pas dire de rejeter les autres. Non, attention, voilà, ça n'a rien à voir. Oui. Ça veut dire de savoir qui on est. Faut tu l'as dit, les Asiatiques mangent d'abord asiatique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas d'autres cuisines. C'est ça. Mais ils mangent d'abord... Ils mangent d'abord asiatique. D'ailleurs, on voit quand les gens vont en Asie... J'ai jamais fait de grands dîners en Asie. Hein. J'étais au Japon, tout ça, mais jamais fait... Mais j'ai vu parfois, on voit des grands dîners dans certains films en Asie avec des hommes d'affaires, puis dans des restaurants asiatiques. Oui, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr, oui. bien sûr. Donc pourquoi pas chez nous? Mais tu veux en Asie, c'est pour aller manger la cuisine asiatique, c'est pour voir comment ça se passe là-bas. Et pas pour revivre la France en Côte d'Ivoire ou revivre, ça n'a pas de sens. Et malheureusement, c'est encore incompris de beaucoup de personnes. Et surtout, ça qui est parfois surprenant, de la classe dirigeante. C'est-à-dire que la classe, le peuple, à la limite, ceux qui ont moins de moyens, sont très contents de manger leur attiéké, leur aloko, tout ce que tu veux. Mais quand tu commences à monter dans la pyramide des revenus, par contre, non, plus tu montes et moins tu veux manger, enfin, moins tu as l'impression que les gens aiment ça et plus ils veulent manger des trucs plus raffinés, plus... Bon. C'est peut-être aussi le fait que ces personnes ont vécu en Occident et qu'en revenant ici, ils ont la nostalgie. Pourtant, quand ils sont là-bas, ils commandent la tchéké, ils nous embêtent pour que quand on voyage, on amène de la tchéké avec nous. Paradoxalement. Paradoxalement, hein, c'est fou. Paradoxalement, quand ils sont là-bas, oui. Ouais. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau business par rapport à ça, de bien comprendre, parce qu'en plus, la Côte d'Ivoire est un pays qui s'internationalise, qui est déjà international. Et là, il va y avoir la CAN, comme tu disais, et donc cette ouverture sur l'international. Donc, c'est le moment dans les restaurants, dans les différents business, à mon avis, hein, de montrer l'identité ivoirienne que les gens vont venir chercher en venant ici pour dire les gens ont envie de dire je suis allé en Côte d'Ivoire. Oui, et voilà. J'ai mangé tel plat. C'est ça. J'ai mangé tel plat et c'était bon. Mais bon, je pense que le message va être entendu par ceux qui doivent l'entendre. Pour revenir un peu à l'argent, pour toi, l'argent, c'est quoi? Moi, c'est un moyen de pouvoir, en fait, comme je veux dire, consommer ce qui est nécessaire pour soi dans un monde où tout se paye. Très, très intéressant. C'est un moyen, donc en fait, un outil pour pouvoir consommer. Est-ce que tu te définis comme quelqu'un qui épargne beaucoup? Oui, alors... Ou alors pas du tout, tu es un flambeur. En fait, je remets l'argent là où il crée de l'argent. Ça veut dire que quand j'ai créé mon établissement, au lieu de prendre l'argent pour aller faire la bamboula, eh bien, j'ai construit sur fonds propres tout. C'est-à-dire que je me suis dit, soit je le mets en banque, soit je le flambe, soit je le mets dans les murs. Quand je vais faire une chambre d'hôtel, ça va me rapporter cet argent. Et il est là, il est comme s'il était en banque. Sauf qu'il va me rapporter plus que la banque. Voilà. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et puis là, maintenant, je me suis mis, comme je disais, à faire des plantations. Et je me rends compte que ça rapporte rapidement. Là, c'est comme, au lieu de mettre l'argent sur un compte, je le mets dans le sol. Et puis là, il peut y avoir 2008, n'importe quelle crise, le sol, l'être humain mangera tout le temps. Ouais, même en crise, on mange. Même en crise, on mange. Et même quand on mange en crise, la nourriture coûte plus cher. Oui. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris, quoi. Tout le monde dans l'immobilier, les gens ont un peu d'argent. Ah, je vais construire, je vais louer. J'ai dit, mais regardez les terres, il y a quasiment plus de terres arables. Dans le monde, ils courent tous pour venir ici. On voit des Asiatiques qui viennent acheter des terres parce que ça rapporte. Je sais plus, en fait, on fait des tests actuellement, on démarre dans le domaine. Hein. Mais voilà, la première chose qu'on a plantée, c'était presque x7 en 6 mois. Waouh! Ouais, parce que on a mis peu, en fait, hein. Mais la valeur derrière, voilà. Après, on a eu des galères pour vendre. Quand on ne connaît pas, hein, tout est un métier, on a eu des galères quand même. Hein. Et puis, on a fait un petit échantillon pour tester. Et là, on a vu, on dit, ouais, mais il n'y a rien qui va nous rapporter. Donc maintenant, là, on a décidé, on va vraiment mettre la main à la poche et à la terre pour ça. Donc pour moi, je pense que c'est plus cohérent de faire ça. Voilà, d'avoir de la terre, de remettre son argent dedans, parce qu'il est là. Et le jour où il y a besoin, tu vends, tu récupères l'argent, c'est comme si tu allais retirer. Parce que je ne suis pas contre les banques. Hein.
Mais des fois, c'est compliqué, quoi. Si tu vas déposer ton argent, tu attends 2 heures. Aujourd'hui, j'ai été retirer l'argent, j'ai attendu 45 minutes. Encore, c'était rapide, il y avait 2 clients. Oui, non, ça c'est horrible. C'est incroyable. Tu demandes un financement. La première fois, je demande un financement d'un vie. On me dit 2 mois, 9 mois. C'est toujours, ça n'arrive toujours pas. Et chaque semaine, on te dit après, on te demande une pièce différente. Pourquoi ils n'ont pas tout demandé dès le départ? 9 mois. Il y a quelqu'un, j'ai discuté avec quelqu'un, il dit moi, Guillaume, c'est 1 an et 3 mois. J'ai toutes les garanties, tout comme toi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis, ils se traitent comme si tu étais, comme si tu les mondies, alors que bon, certainement que ce que tu gagnes avec ton affaire, ils n'auront jamais ça pour certains. Oui, non, mais ça, la condescendance de certains dans l'établissement bancaire est juste insupportable. Ah. Parfaitement insupportable. Je ne comprends même pas que ces personnes parfois oublient leur rôle. C'est ça. C'est toi qui viens donner de l'argent à la banque, parce qu'au final, quand on te prête de l'argent, c'est toi qui leur donnes de l'argent. Ils te prêtent de l'argent avec des intérêts. On a l'impression qu'ils te font une faveur. C'est ça, exactement. Et toi, ça fait 9 mois que tu as eu un accord. J'ai toujours pas eu l'accord. Hein. 9 mois que ton dossier est en étude. Oui, mais que chaque semaine, on me demande une nouvelle pièce. Comme on m'a demandé dès le départ. Et des fois, on me demande 4 fois la même pièce. Des fois, on me pose une question, je réponds. 2 semaines après, on me repose la même question. Je réponds à la même personne. On me repose la même question. Après, on me demande de renvoyer une pièce que j'avais déjà envoyée. C'est compliqué. 9 mois. Pour un truc, au départ, on dit, monsieur, c'est 1 ou 2 mois. J'ai un bien hypothéqué qui vaut 3 fois la valeur de je le demande, presque 4 fois. J'ai toutes les garanties, tout, mais non. Ça traîne. C'est incroyable. Ils veulent que le pays se développe. Oh, super. Non, les banques ont beaucoup de comment je vais dire ça? Beaucoup de lenteur. Beaucoup de lenteur dans nos pays. Après, je pense que je vais avoir à cette table bientôt d'autres banquiers ivoiriens à qui je pourrais poser ces questions pour comprendre pourquoi on se retrouve dans ce genre de situation alors qu'ils sont supposés être des facilitateurs dans l'économie, des accélérateurs même du développement. Dans bien des cas, c'est plutôt l'expérience contraire que vivent des clients comme toi, en fait. Et puis, ce qui est fou, en fait... Hein, et puis imagine tout ce que tu devais faire avec cet argent et depuis tout le temps que ça traîne. C'est ça. Et ça heureusement que... voilà, j'ai retrouvé, mais c'est incroyable. Et tu te dis, et puis même, tu viens déposer ton argent 2 heures. Tu es dans une agence, on ouvre ton compte à l'autre bout d'Abidjan. Tu te tapes 1h30 de route, tu arrives, tu attends 2 heures. Tu repars, tu as 5 heures pour aller déposer ton argent, avec lequel ils vont faire de l'argent. Et puis, voilà. Et quand tu commences à demander, on te remet à ta place, quoi. Tu vas retirer. Aujourd'hui, c'était pas long. Il y avait 2 clients en moins. 45 minutes, il faut que ça passe ici, il faut tamponner là-bas, il faut attendre. J'ai dit, waouh, impressionnant. C'est bon. C'est pour ça que j'en touche un mot parce que c'est important de le dire, parce que c'est un élément fondamental. Et moi, 9 mois d'attente, on n'est pas encore arrivé au bout. L'autre, il me dit, il a attendu 1 an et 3 mois. Ma cousine qui avait aussi toutes les garanties, une grosse boîte, elle me dit, plus d'1 an, Guillaume. Plus d'1 an. C'est incroyable. Tu as dit que tu as, au départ, tout fait en fonds propres. Pourquoi? Pourquoi ce besoin de faire en fonds propres alors qu'on sait que le crédit est un très bon levier? Déjà, les taux d'intérêt en Côte d'Ivoire, ça m'a fait peur. Quand tu pars en France, tu as des 3%, tu arrives ici, on te dit 12%. Tu dis OK. En 3%, 2% en France, tu te dis waouh. Et puis ici, on te dit 12%. Et c'est normal. Hein. Ouais. Donc, je veux dire, on dit 12% et c'est normal. Personne, oui, ça ne gêne personne. Oui. Ça ne gêne personne, voilà. Et puis, même dans ça, les 12%, ils vont t'embêter encore. Il y a ce côté-là. Et après, c'est ça, la première fois que j'ai été déposer de l'argent, pardon, le temps que ça a mis. Et après, j'ai demandé une carte bancaire. On m'a dit dans 3 semaines, 6 mois après, j'ai toujours pas ma carte. Donc, du coup, bon. Et puis, c'est toujours ce genre de choses-là. Et puis, finalement, on s'est dit, on ne veut rien devoir à personne. Comme ça, on est tranquille. Sauf si on a un ami très proche, des amis très proches qui nous ont aidés un peu. Bon, on se connaît suffisamment pour qu'ils savent à qui en faire. Et puis, voilà. Là, ça s'est fait comme ça. Mais on ne veut pas devoir à une structure. C'est dernièrement où j'ai eu besoin, mais sinon, on ne voulait pas devoir à une structure. Et après, on a fonctionné justement. Ce qui nous a, c'est incroyable parce qu'ils nous ont chassés. Parce que quand on est, à force de mettre des 2 heures, 3 heures, 5 heures pour faire des dépôts et des retraits, on s'est dit, on va gérer tout nous-mêmes, en fait. On va se débrouiller. OK, on va pas mettre l'argent là-bas. Viens, on investit ici. Bam. OK, l'argent est là, c'est comme la banque. En plus, les intérêts pour nous sont plus. Et après, ils viennent dire, mais pourquoi vous venez pas plus de moments sur vos comptes? Vous-même, vous êtes capable chaque semaine d'aller passer 5 heures pour donner de l'argent à quelqu'un qui va gagner de l'argent. Oui, donc clairement. Clairement. Incroyable. C'est hallucinant. Et donc, à partir de là, tu t'es lancé dans tes investissements en fonds propres. OK, parce qu'on a tendance à dire, moi le premier, qu'il faut avoir bien évidemment une épargne pour pouvoir se lancer. Mais toi, quand tu es venu te lancer, est-ce que tu as pris toute ton épargne ou c'était juste une partie de ton épargne? On a tout mis. Mais pourquoi? C'est très risqué de faire ça, si ça ne marchait pas. Oui, parce que dans la vie, il faudra prendre des risques. Je pense vivre, c'est risqué.
Et, Oui, mais des risques calculés. Pourquoi, mais pourquoi tu mets tout ton argent? parce que j'avais d'autres revenus qui continuaient à arriver. Donc, j'allais peut-être avoir moins. Mais encore une fois, comme je ne suis pas très... Donc, voilà, ton activité continuait de te générer du cash tous les mois. Voilà, c'est ça. Mais tu as vidé toute ta caisse pour venir. Voilà, je n'avais pas besoin de m'acheter la dernière Mercedes un an après, donc ça va. Mais qu'est-ce qui fait que tu aies autant cru en ce projet pour vider toute ta caisse? Parce que depuis longtemps, je crois en Afrique. Je crois en Afrique. Back to Kama. Kama, c'est le vrai nom de l'Afrique. Retour en Afrique. Et il y a longtemps qu'on étudiait un peu les choses, discutant avec des économistes. J'ai la chance d'avoir un oncle qui est agrégeur classe en sciences économiques, qui m'a toujours, à chaque repas de famille, c'est des cours. Donc il y a longtemps qu'il nous dit, puis d'autres disent que ça va se passer en Afrique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il disait ça il y a plus de 10 ans. Et puis aujourd'hui, ça se passe en Afrique. L'Europe est en train de s'effondrer. Il faut regarder. Regardez qu'ils mettent des antivols sur la viande en France actuellement parce que les gens volent la viande pour manger. C'est quand même quelque chose. Hein. Ici, bon, voilà. Et donc, c'est en train de s'effondrer. C'était jamais arrivé en France. Il faut regarder l'État. Il y a des manifestations toutes les semaines. Ça casse de partout. Est-ce que ça veut dire que ça va bien économiquement? Quand les gens ils mangent bien, et ça va, ils sont tranquilles. Hein. Là, les gens souffrent. Le panier moyen de la ménagère a augmenté cette année, je crois, de 18%. C'est énorme en France. Hein. Donc, ça ne va pas là-bas. Ici, ça va. Les gens ont toujours ce paradigme de dire il faut qu'on parte en Europe, faire nos études, faire quelque chose, ça va aller mieux. Peut-être étudier, oui. Et encore bientôt, avec Internet, on va être capable d'étudier ici avec les meilleurs professeurs du monde sans bouger. C'est encore mieux. Mais tout va se faire ici. Et grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir ici apprendre avec peut-être autant de compétences que ce qui est appris là-bas. Ça, c'est génial. Et puis, je pense qu'un jour, les gens vont se battre pour venir. Ça commence déjà pour demander des visas. D'ailleurs, vous voyez, cette semaine-là, il y a des gens qui ont été arrêtés. Il y a tout un trafic de personnes qui prenaient la nationalité ivoirienne avec des faux papiers. Ça fait la une des journaux, là. Oui, j'ai appris ça. En Oui. plus, c'est de gros noms. Oui, parce qu'à un moment donné, la nationalité, ça va être l'inverse. Pour moi, ça va. J'aime beaucoup ce frisson. Il y avait un film là, qui racontait ça, c'est une fiction que j'ai vu là, à l'époque, c'était des DVD, où en fait, l'Europe s'est effondrée et l'Afrique, grâce à ses ressources, en fait, et le savoir-faire qui est venu avec les gens de la diaspora qui sont rentrés, s'est soulevé. Et donc, on voit un couple, c'est l'histoire d'un couple français qui n'ont rien, puis qui viennent devenir femmes et hommes de ménage en Afrique. Et donc, dans le film, ils montrent toutes les horreurs que parfois les gens font vivre en Europe aux émigrés. Mais là, c'était des Blancs qui vivent ça. Et puis, refus de nationalité, etc. Alors que les gens étaient sincères, voulaient vraiment travailler. Donc, moi, je suis sûr qu'un jour, qu'on est en train d'aller droit vers ça. Si et seulement si on se réveille et qu'on change notre mindset ici, qu'on arrête que ce soit ce que je viens d'expliquer par rapport aux banques, que ce soit le rapport au travail, que ce soit le rapport au temps. C'est des choses, les points de... C'est quoi le rapport au travail ici que tu penses qu'on pourrait améliorer? Ce que je pense qu'on pourrait améliorer, c'est que c'est pas « je gagne quoi dedans ?» la réflexion. Parce que cette phrase, on entend trop ça. C'est avoir la conscience professionnelle. Ça, c'est important, la conscience. Hein. C'est-à-dire la capacité de saisir l'ensemble des choses et pas que son intérêt. Et d'avoir aussi une dignité. Voilà, d'avoir une dignité, de dire c'est pas parce qu'on ne me regarde pas que moi je ne me vois pas. Voilà, c'est cette conscience professionnelle qui manque et qui vient du fait, je pense, qu'il y a eu tellement de misère qu'il y a une imprégnation qui s'est faite sociale de dire il faut se débrouiller, il faut se battre par tous les moyens, même le vol, puisque sinon tu meurs. Donc finalement le vol est normal. Et puis maintenant la guerre est finie, tout est fini, mais ça reste. Et ça, il y a un truc à changer parce que sans conscience professionnelle, sans le fait d'avoir cette fierté d'être dépassé, ça c'est difficile. C'est au-delà de l'ego. Ça veut dire de ne pas être dans l'ego, mais dans la conscience de l'action juste. Et encore après, le niveau au-dessus, la conscience de l'action élevée. Et là, on a une fierté. Et là, on a une richesse de l'âme dont je parlais au début. C'est quoi la conscience de l'action juste et la conscience de l'action élevée qui est au-dessus? C'est-à-dire que c'est ce que je dois faire dans mon travail, là, c'est juste. Par exemple, si j'arrive ici et puis on m'a dit que, voilà, il faut, dans un restaurant, que, je sais pas, moi, j'ai des personnes qui font l'entretien là-bas chez moi. Et puis, à un moment donné, ils doivent faire l'entretien, amener puis déplacer des transats pour les clients, etc. Et à un moment donné, ça, ils ont fait leur action juste, c'est clair. Puis à un moment donné, ils vont élever le niveau. C'est-à-dire que le gars, il ne connaît même pas le service. Mais quand il voit que les filles sont débordées, qu'il y a des stocks, ils vont aider à débarrasser. Ils vont être beaucoup plus élevés dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont une conscience, plus que professionnel, c'est humaine. On est au-delà de « je fais mon job ». On est dans le dépassement de soi. Voilà. Donc c'est beaucoup plus élevé. Quand on regarde quelqu'un qui fait ça, la personne en met à un autre niveau que quelqu'un qui fait son job. Mais déjà, faire son job, c'est pas mal. Parce qu'il y a des gens qui vont dire on ne voit pas que je ne fais pas mon job, je vais me coucher. Ça, c'est autre chose encore. Donc ça, pour moi, c'est une étape importante. Ensuite, le rapport au temps, ici. C'est-à-dire que
On n'a pas le même rapport au temps. Alors, c'est bien parce qu'il y a moins de stress. Ça, c'est super déjà. Mais on attend toujours qu'un jour arrive quelque chose de nulle part. Ça veut dire qu'on oublie que le monde, on le fabrique maintenant. C'est-à-dire quand j'écoute beaucoup de personnes parler, un jour, je leur dis souvent à mes employés, est-ce que vous pensez que tout le monde est riche? Non. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le mindset de la majorité n'est pas bon. Sinon, tout le monde serait riche. D'ailleurs, il n'y aurait plus de riches parce que quand il n'y a pas un devant et l'autre derrière, il n'y a plus de valeur. Mais je veux dire, si tout le monde n'est pas riche, parce que tout le monde n'a pas le mindset. Celui qui est riche réfléchissait à son mindset. Comme l'a fait David Laroche, qui a été interviewé les gens qui gagner de l'argent pour comprendre comment faire pour lui-même gagner de l'argent. C'est ce que tout le monde devrait faire. Tu veux gagner de l'argent, ben apprends à gagner de l'argent. À l'école, on ne t'apprend pas ça. On t'apprend à lire, écrire, gérer peut-être de l'argent, mais en gagner, il n'y a pas de matière gagner de l'argent. Non. Pour moi, dans un monde capitaliste, il devrait y avoir une matière à gagner de l'argent. Et puis, il y a une matière pour moi qui est fondamentale. C'est gagner vous-même. Gagnez-vous vous-même. Il n'y a pas de matière à l'école pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre. Que je fasse de la comptabilité, que je fasse chef d'entreprise, c'est qui je suis qui va le faire. Donc, si je n'améliore pas qui je suis, ça va être moins facile que si je suis vraiment au maximum de mon rendement de qui je suis. Parce qu'on a tous un potentiel extraordinaire. Mais souvent, on passe à côté parce que on ne regarde pas. On achète un téléphone, il y a le mode d'emploi, on regarde. J'ai acheté une télévision il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le mode d'emploi, donc on m'a aidé. Mais moi-même, je regarde, quel est mon mode d'emploi? Qui regarde son mode d'emploi? Comment fonctionne le cerveau? Comment fonctionnent mes émotions? Pourquoi là je suis en colère? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis avide? Parce que si par exemple je suis impulsif, acheteur compulsif ou dépensier compulsif, je vais perdre dans les affaires. Mais si je ne comprends pas comment je fonctionne, et parce que je n'ai pas appris, il n'y a pas eu de matière pour ça, ça va me rattraper sans arrêt. Je ne comprends pas, voilà, je n'arrête pas de prendre du poids, je mange des cochonneries. À un moment donné, il faut comprendre qu'il y a une réalité biologique, comment ça marche. Tout ça, on doit l'apprendre. Et puis, c'est vrai que si je fais des choses, comment je me comporte avec mon équipe. Si je n'ai pas, je pense, une certaine humanité, je ne vais pas me regarder pareil dans la classe que si je fais juste et qu'en plus, je rends les gens heureux. Parce que le sens de la vie, c'est d'être heureux. Moi, enfin, tous, qu'on soit, quelle que soit l'action qu'on fait dans la vie, c'est pour être un peu plus heureux, ou beaucoup plus. Même, et puis pour être heureux. Même quelqu'un qui paye ses impôts en grinchant, il sait qu'il sera heureux parce que personne ne va l'embêter. Donc, le sens de la vie, c'est d'être heureux. Même la femme qui se jette sous la voiture pour sauver son enfant, elle a le plaisir sur le monde de savoir qu'elle a sauvé son enfant. C'est vrai, même si après tout s'arrête. Donc, on fait tout pour être heureux. Donc, la première des choses sur laquelle travailler, c'est comment faire pour être heureux en tout état de cause et pour me libérer de tous ces carcans qui font que j'ai telle peur, telle crainte, tel frein, ou que j'ai telle interaction avec les autres qui est égoïste, égocentrique ou machiavélique ou manipulatrice dans laquelle je suis bien. Ça, pour moi, c'est la base. L'humanité n'est que l'addition des individus qui la composent et il faut que chaque individu se batte, fasse ce qu'il faut pour être plus. C'est très beau. Très beau. C'est une philosophie qui est très intéressante. Et c'est bien que tu en parles parce qu'on sent que c'est avec beaucoup de conviction, ça vient de tes tripes. Et c'est bien d'entendre ça venant de quelqu'un comme toi. On arrive quasiment au terme de notre émission. Je vais quand même te poser quelques autres questions qui sont très importantes pour nous dans cette émission. On a parlé un tout petit peu de comment tu épargnes ton argent et comment tu l'investis aussi finalement. Mais comment tu le gagnes? Quand tu veux gagner de l'argent, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut gagner de l'argent? Pour moi, la première chose, c'est de répondre aux besoins des personnes à qui on veut vendre. En fait, un être humain, ça avant tout fonctionne par les émotions. Émotions, j'aime beaucoup cette image que je donne des fois dans les formations justement de coaching, qu'on est un peu comme un bateau sur l'eau et on a les vents dans les voiles. Ce qui nous fait avancer, c'est les émotions, emotion, motricité. Donc le vent dans les voiles, ça pousse, c'est les émotions. Et en fait, le gouvernail, c'est la conscience, l'analyse qu'on a des choses, la vision panoramique qu'on a, qui nous permet de choisir. Sinon, les émotions peuvent nous pousser vers de beaux horizons, mais vers les rochers. À un moment donné, il faut avoir le discernement avec le gouvernail. Et donc, on a des émotions. Mais ces émotions, qu'est-ce qu'elles traduisent? Souvent des besoins. Chez un être humain, une émotion, elle traduit un besoin. Même dans un couple, par exemple, la personne va dire « Oui, tu ne me respectes pas, etc. Tu n'es pas rentré à l'heure. » C'est un besoin d'être considéré, un besoin d'attention, en fait. Alors, elle va dire « Mais si, je te respecte. » On va parler d'un truc qui n'est pas du tout le besoin. En fait, l'émotion qui a la colère, là, elle n'est pas en colère, en fait. La colère, pourquoi on crie? C'est parce qu'on ne se sent pas entendu. Quand on se sent entendu, on ne parle pas fort. Donc, en fait, quelqu'un qui est en colère, s'il ne se sent pas compris, pas entendu. Et si on comprend les besoins de quelqu'un, qu'on satisfait les besoins, tout se pose, tout reprend sa place. Et donc, quand on veut vendre quelque chose, de quoi est-ce que les gens ont besoin? Si on trouve un moyen de produire quelque chose qui comble les besoins d'une majorité de personnes, eh bien, on est sûr de vendre parce qu'on fonctionne de besoins.
C'est tout. Je peux donner on a des besoins. On a besoin, par exemple, je sais pas, d'avoir une meilleure qualité de son. Enfin, donc, quelqu'un qui va créer un micro avec une qualité de son irréprochable, qui ne prend pas les bruits environnants de la mer, il va vendre plein de micros, plus que celui qui a un micro banal. Moi, je sais que les gens ont besoin de repos, de calme, parce qu'on est dans une société de stress, de travail, de pression. Et ben, j'ai créé un endroit qui répond à ce besoin. Et c'est ce qui fait qu'automatiquement, ça marche. Très intéressant ta manière à toi de voir effectivement la manière de gagner de l'argent. Tu as dit tout à l'heure que tu mettais de plus en plus ton argent dans la terre, notamment, parce que tu te rends compte que c'est très rentable. Mais est-ce que tu ne te gardes pas quand même une épargne de sécurité au cas où tu as une urgence? Si, bien sûr. Comment tu la calcules? À quel moment tu te dis, OK, ça c'est suffisant pour me sécuriser et le reste, je l'investis? C'est quoi ta règle? En fait, je fonctionne beaucoup. Je fonctionne avec. Dans tout ce que je fais, je suis toujours associé avec des potes. Et en fait, la règle qu'on a souvent, non, c'est en fonction de la réalité. En réalité, de dire, voilà, là, ça, en fait, on a telle sécurité ici. Si on rajoute ça, ça va. Là, donc, du coup, on peut mettre ça ici. Est-ce que je suis clair? Non? Oui, mais là, tu parles de comment tu gères l'argent de tes business. Je dis, toi, à titre personnel. Oui, à moi, à titre personnel. Oui. Toi, est-ce que tu as une épargne de sécurité quelque part pour le jour où tu as une urgence médicale? Oui, bien sûr, bien sûr. Et sur quelle base tu calcules ça? À quel moment tu te dis 500 000, 1 million, 5 millions, 10 millions? Comment tu calcules? C'est à peu près 10% de ce qui vient, en fait. Voilà, donc on met ça à côté. Voilà, je mets ça à côté. Donc chaque fois que tu gagnes de l'argent, tu mets 10% de côté? Voilà. Ça fait beaucoup au final. Pas à chaque fois, mais à peu près. Parce que j'ai pas de besoin. J'ai une voiture, j'en ai pas deux. J'ai construit, je paie pas de loyer. Et voilà. Donc effectivement, tu penses que tu as très peu de besoins. Et donc au final, tu n'as pas besoin de beaucoup de thésauriser beaucoup d'argent pour répondre éventuellement à des crises à venir. C'est ça? J'ai ce qu'il faut pour ça. Après, encore une fois, celui qui est riche et celui dont les besoins sont limités. Pour moi. Non, mais regardez, j'ai écouté une interview de Will Smith. Il expliquait quand il a fait Fresh Bel Air, là, et même avant de faire ça, quand il était avec Jay-Z, là, ils ont fait la musique et tout ça, fait le premier tube, et puis ils ont gagné plein d'argent. Mais il expliquait, il a fait faillite. Pourquoi? Parce que tout de suite, il a acheté une Ferrari, tout ça, etc. Il a commencé à flamber, on fait les hôtels et tout. Au bout d'un mois, ils n'avaient plus rien. L'argent est fini, maintenant on fait quoi? Et quand il a repris à zéro, donc il a été au culot à un truc à Hollywood, et puis il a été repéré, ça a fait le casting, il a été pris pour faire Fresh Bel Air. Et puis finalement, il a changé sa façon de fonctionner, puis il est devenu très riche. D'accord, oui, ok. Mais ça, c'est un truc, il faut le dire, parce qu'en Afrique, oh là là, les gens, dès qu'ils ont un peu, ceci, et sur WhatsApp, des statues avec des bouteilles de champagne dans un lit, ou bien avec ceci. Vous voyez, la première fois, je sors avec une fille ici, elle va dans le frigidaire, elle me dit, est-ce que je peux emprunter des bouteilles de champagne? Je dis, elle prend, et puis elle regarde, j'avais de l'argent, là, puis elle est allée sur le lit, bouteille, puis elle s'est mise comme ça, elle s'est prise en photo. Et voilà, et puis elle balance ça à tout le monde. Je dis, ok, ça c'est l'apparence. Je regardais ça, je dis, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Je dis, mais si tu réfléchis comme ça, tu vas avoir du mal à gagner de l'argent. Elle vient, elle te connaît, elle va prendre du champagne, de l'argent. Donc ni le champagne, ni l'argent, ni le lieu où elle prend les photos ne lui appartiennent. C'est ça. C'était au tout départ, quand je veux dire. J'ai dit, attends, c'est incroyable. Donc ça c'est le truc que tu entends dans des sketchs, mais tu as vraiment vécu ça? Ah oui, j'ai vraiment vécu ça. Mais même un employé, un jour, il a fait ça. On lui a donné l'argent pour aller faire les courses. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a dit, regardez, regardez la photo. Il était sur un lit avec plein de billets. En fait, donc, on avait peur, on a dit, tiens, il a volé. En fait, c'était le jeu. Et c'est une amie en France qui le connaît, qui vient nous aider des fois ici pour la gestion, qui avait vu ça là-bas sur le statut, parce que nous, il nous a bloqués. Oui, bien sûr. C'est la base. Et puis, du coup, donc, on lui a demandé, mais c'est le jour, il allait faire les courses. Donc, c'est là, il avait cet argent, il a étalé ça. Il a pris ses photos, il a posté. Mais pourquoi? C'est pour ça que c'est pour paraître, parce que notre ego est tellement démesuré. Et c'est l'ego qui peut faire réussir comme qui peut faire sombrer. Mais en tout cas, même quand ça fait réussir et que c'est trop ça, je pense que ça rend malheureux. Il y a 4 fois plus de suicides chez les gens très riches que chez les pauvres. C'est ça. Kurt Cobain était très riche. Amy Winehouse aussi, etc. Ça veut dire que c'est pour ça que je parle vraiment beaucoup de la richesse intérieure pour pouvoir gérer celle extérieure. On dit souvent qu'il faut garder la tête froide quand les choses arrivent. Ben écoute, on arrive au terme de notre interview. Je voudrais juste que tu donnes le mot de la fin pour les gens qui nous ont suivis.
Quel conseil tu voudrais donner à quelqu'un qui est ambitieux, un jeune, peut-être même de la diaspora, ou je ne sais pas trop, et qui peut-être hésite à rentrer en Afrique? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Toi qui as fait le pas de revenir en Afrique, alors même qu'en Europe, tu t'en sortais bien. Eh bien, ce que j'ai envie de dire, c'est, dans la vie, d'abord, la première chose, il faut oser. Il faut oser. En fait, j'ai créé un exercice que je fais dans mes séminaires, ça s'appelle Dream or Fears. Rêve ou peur. C'est-à-dire, est-ce que tu écoutes tes peurs ou est-ce que tu écoutes tes rêves? Dans la vie, à chaque instant qui passe, tu as le choix entre écouter tes peurs et tes rêves. Si tu écoutes tes peurs, en fait, tu vas être perclus, là, tu vas être fermé. On dit perclus d'une servilité craintive, comme ça. Si on veut parler dans un français, tu vas être étouffé. Si tu écoutes tes rêves, même si tu tombes, tu vas te relever et tu vas t'envoler. Celui qui a créé la montgolfière, il fallait qu'il rêve. Celui qui a créé l'avion, il fallait qu'il rêve. L'eau chaude, l'eau froide, c'était des rêves. Aller sur la Lune, c'était Von Braun, c'était un rêve. Tout est un rêve. Et nous qui venons en Afrique, c'est un rêve. Peut-être plus petit que d'aller sur la Lune, mais c'est un rêve qui est énorme. Et souvent, quand on est enfant, on a des rêves. On rêve même d'aller sur la Lune. Et après, la voisine, c'est sa Lune qui nous fait rêver. Alors qu'en fait, il faut garder le cap. Il faut garder ce cap-là, en fait. Voilà. C'est le rêve de sortir, d'être dirigé par ses peurs. Trop de gens sont dirigés par leurs peurs. Et ça sert beaucoup dans ce système-là où en fait, on entretient les peurs parce que comme ça, personne ne sort d'où il est. Mais quand on dépasser ses peurs, c'est quoi? Ça ne veut pas dire ne pas avoir peur, c'est-à-dire d'avoir du courage. Et c'est ce qui manque le plus, je pense, dans cette civilisation, c'est le courage. Le courage, c'est-à-dire d'écouter son cœur et de passer au-dessus de ce qui nous limite, en fait. C'est la première des choses. Donc, dans la vie, hein, pour moi, c'est compliqué d'être heureux en ayant peur. Donc, d'abord, écoutez vos rêves, vous qui voulez venir ici. Laissez vos rêves faire de votre vie, en fait, une œuvre d'art, plutôt que vos peurs faire de votre vie un cauchemar. Et essayez de faire en sorte que ce que vous faites, vous le fassiez parce qu'il y a un but qui vous dépasse. J'ai fait de la psychologie positive et quand je faisais la formation, il y a un élément qui est très important. Dans les éléments, on appelle PERMA, c'est les éléments qu'on retrouve chez les gens heureux. Il y a un élément qui est fondamental, c'est faire quelque chose qui donne un sens à sa vie et qui nous dépasse. Si vous venez en Afrique, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a besoin. On dit, oui, l'État doit faire ceci, l'État doit faire... J'entends dire sans arrêt. Je dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Parce que ce n'est pas l'État qui va changer l'Afrique, c'est les gens qui vont changer. Qui va changer? C'est les gens de la diaspora. On faisait la quête pour les petits Japonais dans les années fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Aujourd'hui, personne n'y pense parce qu'ils sont venus en Europe apprendre. Ils ont adapté à leur culture, ils ont développé leur identité. Puis aujourd'hui, personne n'ose parler de quête pour les Japonais. Et nous, en Afrique, on a ce rôle-là à faire. C'est-à-dire nous, de la diaspora, qui sommes allés en Europe, on a pris un savoir-faire. On a pris certaines choses qu'il n'y avait pas ici. On doit la ramener. Parce que quand on crée un emploi, à chaque frère ou sœur africain, je dis, quand vous créez un emploi en Afrique, vous créez un salaire. Un salaire, ça crée une dignité de quelqu'un qui ne mendie pas et quelqu'un qui, du coup, n'aura pas envie de voler, quelqu'un qui pourra mettre son enfant à l'école. Et mettre son enfant à l'école, ça développe le niveau culturel et de connaissance de l'Afrique et donc économique. Et donc, ne regardez pas seulement sur mon petit investissement personnel. Regardez ça, mais essayez de trouver quelque chose qui vous dépasse. OK, ma petite entreprise, même si j'emploie une personne, ça change sa vie. Moi, j'ai cette fierté-là. C'est-à-dire, avant même de l'argent, ma fierté, c'est quand une de mes employés dit, monsieur, j'ai appelé mon fils Guillaume. Parce que là où j'étais dans la misère, oui, et il y en a plusieurs comme ça. Il dit, là où j'étais dans la misère, aujourd'hui, en fait, je suis parce que vous m'avez donné un travail. Et puis, vous m'avez donné un travail dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que moi, mes employés, d'ailleurs, souvent, ils ne payent pas le médecin. Je fais tout, je les forme. Quand celles qui ne peuvent pas aller à l'école, si elles ont besoin, je les scolarise, etc. Parce que c'est ça, quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, plutôt que moi, me, myself, and I. Donc, si on a cet objectif-là de dire je rentre, moi, c'est ce qui m'a motivé. Je dis, pourquoi mettre mon argent en Europe? On dit, oui, mais en Afrique, ils vont te voler. D'accord, peut-être. Hein? Mais en tout cas, ce que tu vas faire là, ça va sauver des vies, peut-être. Ça va sauver des vies, peut-être. Et ce que tu vas faire en Europe, ça va sauver quelle vie? Ils ont déjà tout fait là-bas, c'est ici. Donc, déjà, d'écouter ses rêves. Écouter quelque chose qui nous dépasse et puis essayer de faire du bien. Encore une fois, j'aime cette phrase de ce sage qui disait « Si vous avez le choix entre être gentil et être juste, soyez gentil et ainsi vous serez toujours juste. » Donc c'est pour ça que c'est un acte de gentillesse, de bienveillance, sans condescendance, avec l'humilité de dire « Je ne suis que ce que je suis, mais si on m'a donné l'opportunité pour faire ça, alors je le fais pour moi, mais aussi que ça serve aux autres. » C'est ça pour moi, l'image d'avoir une vision plus large que le fait de soi. Et ça paye derrière. Excellent. Ça me rappelle un peu une philosophie que j'ai par rapport à la peur, parce que je dis souvent que les gens qui... Et la peur est l'un des premiers blocages dans la vie pour faire quoi que ce soit. Comme rien de bon ni de positif ne sort de la peur. Et parce que les gens ont peur, ils acceptent
tout et n'importe quoi dans la vie. Parce que c'est très facile de manipuler quelqu'un qui a peur. C'est très facile de lui imposer quelque chose. Et la peur, elle prend plusieurs formes. Ça peut être la peur de la mort, de la maladie, mais même de la pauvreté, la peur de la souffrance, la peur du manque. Et je me suis souvent dit, beaucoup de gens ne font pas grand-chose dans leur vie parce qu'ils sont focalisés sur les scénarios catastrophes. Parce qu'en fait, la peur, c'est la projection. Parce que le pire, c'est qu'on a peur de choses qui ne seront pas encore arrivées. Parce que quand ça arrive, ce n'est plus la peur. Okay, je veux dire, ça ne s'appelle plus la peur. Mais on se projette et on admet un scénario catastrophe en se disant, on rend réel un scénario catastrophe qui d'ailleurs très souvent est très peu probable. Mais on l'amplifie à tel point qu'il devient comme une montagne devant nous. Et moi, ce que je me suis souvent dit, c'est, mais en fait, en réalité, chaque fois qu'on réussit à faire quelque chose de positif dans la vie, c'est parce qu'on s'est focalisé sur le bonheur et le bien-être que cette chose allait nous apporter et pas sur le malheur que l'échec de cette chose allait nous apporter. J'aime bien prendre un exemple très simple pour l'illustrer, les parents et les enfants. Tous les parents qui font des enfants savent que l'enfant qu'ils font peut mourir avant même sa naissance, qui peut mourir à la naissance, qui peut naître avec de sérieux handicaps, qu'il peut être, je sais pas moi, qui peut mourir même bébé à 5 ans, à 10 ans. Tous les parents le savent. Mais quand les parents décident de concevoir un enfant, c'est parce qu'ils pensent au bonheur que cet enfant va rapporter, que ce petit enfant va ramener avec lui, la joie qu'il va ramener dans la maison, le fait d'avoir un enfant en plus, l'héritage qu'on va pouvoir lui laisser, le nom qu'on va pouvoir laisser derrière cet enfant, ainsi de suite. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons, quand ils se projettent, qu'ils décident de faire un enfant. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'ils peuvent avoir un enfant qui va mourir, qu'ils peuvent avoir un enfant qui va être prématuré, qu'ils peuvent avoir un enfant qui va naître avec un sérieux handicap, qu'ils peuvent avoir un enfant qui va mourir à 2, 3, 4, 5 ans et vivre un drame absolu. Mais rien de tout ça n'empêche qu'ils aient un enfant parce que leur focus n'est pas sur les peurs. Et ça m'a permis de comprendre que c'est le focus que tu as qui te permet d'avancer ou de ne pas avancer. Et malheureusement, quand les gens pensent à l'Afrique, ils pensent à l'Afrique avec toutes les raisons possibles pour lesquelles ça ne pourrait pas marcher. Oh, peut-être les gouvernements, oh, peut-être la corruption, oh, peut-être, j'en sais rien, les maladies, oh, peut-être. Et à force de penser à ces choses, ils ne pensent pas à toutes les autres bonnes raisons de rentrer en Afrique. Ils ne pensent pas à quel point leur vie va être changée. Parce qu'en fait, je leur dis souvent, mais OK, il y a toutes ces raisons-là. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps d'imaginer à quoi va ressembler ta vie si ça marche? Est-ce que tu as déjà pris le temps de te projeter et de te dire, OK, quelle est la vie que je vais avoir si mon business marche, si mon insertion sur le continent marche? Projette-toi juste dans le champ du possible et imagine juste les scénarios possibles si ça se passait bien. Et à chaque fois que les gens font ça, l'envie de vivre ça commence à grandir. Et en fait, moi, je dis toujours, c'est une question de balance. Si ton envie de vivre ça est plus forte que tes peurs, tu vas te lancer. Tu vas te lancer. Tant que tes peurs vont être plus fortes, tu vas trouver des excuses, des prétextes de ne pas te lancer. Mais le jour où tu vas commencer à te focaliser de manière très grande en te disant, mais bien sûr qu'il y a ça. Et j'aime souvent dire ça, quand les gens rentrent en Afrique, ils ne sont pas naïfs. Ils savent qu'il y a le vol, ils savent tout ça. Mais ce n'est pas ça leur focus. Et moi, je pense que ça va dans le même sens que ce que tu as dit. Le plus important, c'est le focus. Si tu as un focus sur le bien-être, sur le bonheur, sur les transformations que tu vas avoir en te lançant dans ton business, peu importe le domaine, hein, en te mettant dans la relation, peu importe, en postulant à tel boulot, en prenant tel risque, si tu as le focus sur le bonheur que ça va t'apporter, tu vas oser, tu vas prendre des risques. Et je dis toujours que c'est la récompense des gens qui prennent des risques qui changent leur vie. Beaucoup d'entre nous, beaucoup se plaignent de ne pas avoir des choses, aimeraient avoir la vie d'autres personnes, mais ne sont pas prêts à faire la moitié du quart du risque que ces personnes ont prise. Et moi, c'est une philosophie qui me drive dans tout ce que je fais. Ce n'est pas que je ne vois pas les difficultés ou que je ne vois pas les problèmes. Non. Mais ce n'est pas ça qui me drive. Ce qui me drive, c'est qu'est-ce qui se passe si ça marche. Et si ce qui se passe, si ça marche, en vaut la peine, je me lance. Et quand tu as partagé ta philosophie, ça m'a rappelé ça. Voilà. On arrive au terme. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est super en tout cas. Et puis, je vais t'écouter, je buvais tes paroles là parce que c'est tellement la clé de voûte. Ça, hein, cette peur qui est en fait de l'imagination négative. Et c'est vrai, souvent, je dis, on a peur de combien de choses dans notre vie, puis on est toujours vivant. Parce que la pire chose qui puisse arriver, c'est mourir, mais pourtant, on est toujours vivant. Donc, ça va. Ouais.
Merci beaucoup d'avoir pris du temps de venir pour parler sur notre podcast, de ta vision, de ta manière de voir de l'argent. C'était important pour moi, pour un coach thérapeute qui a une vraie pensée philosophique sur l'argent et qui a un rapport dans une société capitaliste qu'il comprend avec un recul quand même, un détachement qui fait que l'argent n'est pas un maître, mais reste un serviteur. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume, d'être venu nous voir. Merci à toi, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre podcast avec Guillaume. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris énormément de choses, de sa philosophie, de sa manière de voir les choses. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de faire cette émission avec lui. J'ai beaucoup appris de cette philosophie-là. Qu'est-ce que vous pensez de ses arguments? Qu'est-ce que vous pensez de sa manière de concevoir l'argent, de son rapport à la réussite, au succès, mais aussi de l'impact derrière qu'il faut avoir derrière les choses que l'on fait et derrière la manière, même la perception qu'il a de comment on gagne de l'argent, comment on se met au service des gens, comment on écoute les besoins des gens et comment derrière on a en contrepartie de ça des gains. En tout cas, j'ai envie de vous entendre. Quelles sont les parties avec lesquelles vous avez peut-être moins d'accord aussi? On est ouvert à ça. Vous nous dites tout ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14h pour une autre émission avec un autre ou une autre invitée de qualité. Entre-temps, vous vous rappelez toujours qu'avec l'argent, c'est juste une question de temps. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous gagnez aujourd'hui. Ce sont les habitudes que vous avez établies aujourd'hui. Ce sont elles qui vont faire que demain, vous gagnez beaucoup plus d'argent alors que vous en gagnez moins. Donc, ne vous préoccupez pas de ce qui est là maintenant. Préoccupez-vous des bases et des habitudes que vous établissez. Si elles sont mauvaises, je peux vous garantir que peu importe votre salaire, fût-il de 20 millions de francs CFA, de 30 000 euros, dans quelques années, vous n'aurez plus rien. Mais si elles sont bonnes, même si au moment où je vous parle, vous n'avez rien du tout dans la caisse, dans quelques années, vous en aurez en abondance. À dimanche prochain.